On refait l'écho. Émission spéciale en direct de la fête de la RSE. Découvrez qui sont les lauréats des trophées de l'économie responsable 2022. Échanges, expériences inédites, infos sur la RSE, rejoignez-nous. On refait l'écho en direct de la fête des entreprises engagées dans les Hauts-de-France. On refait l'écho en direct de la fête de la RSE. Il y a deux événements majeurs aujourd'hui dans les Hauts-de-France. La fête de la RSE et puis le Tour de France, on en fera peut-être une brève tout à l'heure. C'est la fête de la RSE qui nous intéresse avec au sommaire des sujets passionnants dont nous discuterons avec les lauréats de ces trophées de l'économie responsable 2022. Nous parlerons des ressorts de la transformation dans l'entreprise et puis également de l'engagement, mais surtout de l'authenticité de l'engagement des parties prenantes de l'entreprise. Et enfin, nous verrons en quoi et comment la RSE est créatrice de valeur sur son territoire. La remise officielle des trophées de l'économie responsable, c'est aussi ce soir et en direct où nous recevrons l'ensemble des lauréats. Et puis, vous découvrirez toute l'actu de la RSE dans notre région, en France, en Europe aussi, des invités et des surprises. Bienvenue, on refait l'écho en direct de la fête de la RSE. Et tout de suite, on va accueillir un lauréat des années précédentes pour voir ce qu'il est devenu. On refait l'écho. Ils ont été lauréats des trophées de l'économie responsable au cours de ces dernières années. Que sont-ils devenus? Réponse tout de suite. Je vous présente Tristan Guirec-Lepoutre, on va dire Tristan, dirigeant de l'entreprise Clairtons. Alors lui, il est avec nous parce que doublement lauréat en 2008 et en 2016, où vous aviez reçu le prix des actions citoyennes. En deux mots, la carte d'identité de l'entreprise? Peut-être en trois chiffres. Création de l'entreprise par mon père en 1968. Clairtons, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Notre site de fabrication est à Roubaix et l'entreprise est composée de 75 personnes. Et votre métier? Et le métier, nous sommes fabricants de packaging avec deux marques. Clairtons, qui est la marque spécialisée pour les emballages de fleurs et de plantes, et Créastil, qui est la marque d'emballage spécialisée sur le vin spiritueux et puis l'épicerie fine. Quoi de neuf depuis ces deux marqueurs de la vie de votre entreprise, 2008-2016, avec les trophées de l'économie responsable? Alors, l'actualité de l'entreprise, elle est bouillante, puisque c'est vrai que récemment, on a annoncé un plan d'investissement de 3 millions d'euros. Investissement qui se concrétise par l'achat de machines, de façon à ce qu'on puisse développer un savoir-faire de fabrication de sacs papier avec poignée. Grâce à la région, on a eu le plaisir d'être lauréat d'une subvention de France Relance Industrie. Et puis également, grosse activité sur tout ce qui est ISO, puisque l'entreprise est certifiée ISO 50001 maintenant depuis 3 ans. D'accord. Et Origine France garantie depuis 3 ans également. Une question sur le management de l'amélioration continue, parce que c'est un des points de force d'une politique de RSE, ou plutôt la RSE est un des points de force de l'amélioration continue. Quels sont les tenants et qu'est-ce que ça produit? Parce qu'on est très 360 à la fois sur les RH, sur la production, sur les achats, la relation avec le client. Comment vous pilotez cette démarche vertueuse de l'amélioration continue? Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le fondement de l'entreprise. On est des industriels. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut plus produire en France comme il y a 40 ans. Très tôt, on s'est engagé dans la RSE dès 2007 et le réseau Alliance nous a d'ailleurs fortement aidé, fortement impulsé pour pouvoir développer cette démarche. Ce qui est permanent, c'est effectivement l'amélioration continue. Aussi bien au niveau des équipes, des collaborateurs qui composent l'entreprise. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'idées dans 75 têtes que dans 2 têtes, les 2 têtes de dirigeants. C'est également intégrer toutes les parties prenantes, à la fois nos clients, nos fournisseurs, mais également les élus locaux et les politiques locales. Est-ce que la RSE fait du bien au porte-monnaie de l'entreprise? Alors au début, pas du tout. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup d'investissements, c'est souvent parfois des pertes de productivité. En 2007, quand on a décidé de passer 100% de nos impressions aux encres à eau, on a perdu 20% en productivité. On n'a pas pu augmenter nos prix de 20%. Néanmoins, on sait que comme on est une entreprise familiale,
L'idée, c'est de faire le pari sur le long terme. Et les résultats sont là. En 2022, l'entreprise progresse en chiffre d'affaires. En 2021, on a progressé de 25% par rapport à 2019. Je mets 2020 entre parenthèses parce que c'était vraiment une année particulière. Bien sûr. Et voilà, donc c'est ça qui fait que ce process d'amélioration continue fait que notre démarche est gagnante et qu'on arrive à développer et à garder notre industrie en France. 2 conseils aux jeunes pousses de la RSE. Je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de le faire avec humilité. C'est de ne pas chercher à être un donneur de leçons, mais de le faire avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Ça, c'est vraiment important parce que pour obtenir sa légitimité, il faut être honnête, il faut être sincère. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne jamais se décourager. Parce que c'est vrai que la RSE, c'est un travail de longue haleine. On ne fait pas ça juste pour le court terme, on ne fait pas ça juste pour les 6 prochains mois. Personnellement, moi, j'ai repris une entreprise familiale, je veux la transmettre à mes enfants. Et c'est vrai qu'il faut travailler sur la durée. Bonne chance. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup. Et peut-être rendez-vous pour un 3e trophée. Pourquoi pas, hein. On ne sait jamais. Un grand merci, on peut Merci vous applaudir. Et je vous propose maintenant d'entrer dans la... Et passionnant, ce sont les ressorts de la transformation. Avec leurs parties prenantes, ils transforment, ils se transforment. Avec les entreprises engagées dans l'économie responsable, on refait l'écho. Bienvenue, allez-y, faites comme chez vous. Nous sommes à la radio, on refait l'écho en direct de la fête de la RSE. Bon, mettez-vous là. Voilà. Rien que des mecs. Ah oui, c'est pas bien ça. Hein? On change? Moi, je vais me faire attraper. Ah oui, oui, oui. Pourquoi vous allez vous faire attraper, Frédéric Motte? Parce que j'avais signé une motion jamais sans elle et de refuser d'intervenir à une table ronde s'il n'y avait pas, si pas une parité, mais au moins des représentants des deux sexes. Et il m'est arrivé 2 fois de descendre de la tribune. Mais là, quand j'étais un peu l'organisateur, mais là, c'est vous. Donc. Eh bien, je vais tout de suite... Ah non, je ne suis pas organisateur, moi je fais mon émission en direct de la fête de la RSE. Mais je vais demander à la déléguée générale de Réseau Alliance de nous rejoindre tout de suite. Voilà, Marie-Hélène Foubet, bienvenue à vous. Ah ben, elle va aussi parler, hein. Elle va aussi parler. Vous avez de la chance, messieurs, les lauréats, parce que vous avez comme grand parrain Frédéric Motte, président de la mission REF3, conseiller régional et grand partenaire des trophées de l'économie responsable. On va passer une petite quinzaine de minutes avec lui et avec vous surtout pour vous entendre sur vos expériences. Alors, autour de la table, on a le plaisir d'accueillir Christophe Van Hersel, qui est directeur général de Flandre Opale Habitat, Manuel Sira, senior advisor. Ça pète, hein, ça. C'est à Nausicaa. Hein. Et bienvenue à Christophe Durier, chargé d'affaires de Durier Agencement, mais avec votre frère, vous êtes en phase de reprise dans le public. Et de transmission. Je précise que vous représentez vos entreprises autour de ce plateau, de notre radio, mais lorsque nous remettrons les trophées, bien évidemment que vous pourrez appeler vos équipes et vos partenaires qui sont dans la salle. On parle pour ce premier rendez-vous de transformation, soyez à l'écoute de réaction et vous nous ferez part bien évidemment de votre actualité RSE en qualité de président de la mission REF3. Christophe Van Hersel, donc vous êtes à la tête de Flandre Opale Habitat, 18 000 logements à peu près, vous êtes un bailleur social vous avez des positions sur l'ensemble des Hauts-de-France, avec comme raison d'être de proposer un habitat durable en soutien à tous les parcours de vie. J'ai une première question à vous poser parce qu'on va essayer d'être complémentaires dans ce que vous allez nous partager de vos expériences. On est là pour comprendre et apprendre la RSE. Vous avez un projet d'entreprise, oui, qui s'appelle Imagine 2027. Oui. Expliquez-nous l'écriture d'un projet comme celui-là, dont les fondements, c'est votre parti pris, sont ceux de la RSE. Comment on écrit cette aventure, le storytelling de la transformation de votre entreprise? Je vais raconter une histoire, mais assez courte, pour revenir seulement à 2018. Très bien. On était 2 bailleurs sociaux. Le monde des bailleurs sociaux a été fortement percuté, notamment par la loi Elan. On a fusionné 2 organismes qui étaient tous les 2 littoraux.
Et l'idée était d'unir les deux forces de ces bailleurs sociaux pour constituer un nouvel ensemble. Et il fallait savoir quelle écriture on voulait donner, quelle histoire on voulait raconter à ce nouveau bailleur social. On l'a fait avec une garantie de qualité de service. On est des gens sérieux, on a été certifié ISO 9001, on a écrit nos process, mais je dirais cette question de process n'est pas suffisante dans notre monde. Il n'y a pas que l'assertif dans la vie. Voilà, c'est quoi notre ADN? Et on est bailleur social et comme dit Marie-Hélène, c'est naturel pour nous de faire de la RSE, mais il faut qu'on aille au-delà de ce qui est habituel dans nos métiers. Et c'est tout le sens qu'on a voulu donner de faire participer nos 250 collaborateurs à un projet d'entreprise ancré dans la RSE avec cette idée d'avoir une version pédagogique, une vision pédagogique. Il fallait que nos collaborateurs sachent ce qu'est la RSE. On a d'ailleurs fait appel au trophée Alliance, pas à Alliance, au réseau Alliance pour les former. On a eu recours au jeu I Know You où on a fait ces groupes de travail. On s'arrête 2 minutes là-dessus parce que ça, c'est un bon tuyau. Quand on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est un bon outil pédagogique, I Know You, que l'on peut faire un service à la maille d'une entreprise. C'est ce que vous avez fait. Hein. Tout à fait. En fait, on a fait plusieurs groupes avec tous les métiers, réunissant tous les métiers, donc formation, et on a fait émerger des idées, on a fait des appels à projets après, qu'on a sélectionnés, on a mis en valeur. Ça a permis d'identifier quelques collaborateurs. Ces collaborateurs ont poursuivi les projets, ont essaimé des idées. On a eu plusieurs séminaires, des temps avec l'encadrement, des temps avec les équipes, des temps dans les métiers, des temps dans les réunions de service. On a aussi fait émerger des valeurs. Parce qu'au-delà du projet et des actions, c'est les valeurs qui nous rassemblent, qui ont été aussi le socle de notre projet d'entreprise. Quand on décide de lancer une démarche aussi participative et qu'on ouvre grand les portes, il y a le danger de se faire entraîner sur des sujets qu'on ne pourra pas réaliser. Comment vous le contraignez ça? Comment vous le pilotez? Comment vous l'animez? Je dirais il y a une émergence naturelle ou une sélection naturelle des idées. Par les équipes? Par les équipes. D'accord. La première équipe, c'était l'équipe de la forcerie qu'on a appelée, avec cette idée de plantation, de faire pousser quelque chose. Aujourd'hui, on a fait évoluer cette équipe vers une équipe d'influenceurs, et c'est ces influenceurs RSE qui discutent, qui sélectionnent des idées, qui les font émerger. Après, on a aussi la vie normale de l'entreprise. On est, même si on est un bailleur social, on est dans une vie économique. Il faut répondre à un besoin, il faut répondre à une production de logement, des attributions de logement. Cette vie-là fait que naturellement, on sélectionne et on identifie les projets qu'on porte. Et je pense que c'est tout l'intérêt de notre démarche. Ces influenceurs permettent de faire émerger, émerger les idées, faire pousser les idées, mais aussi de les sélectionner et de les mettre en œuvre. Il ne faut pas que ce soit lettre morte. J'ai encore 2 questions très rapides à vous poser. Je rappelle qu'on est en direct de la fête de la RSE sur On refait l'écho. Et si vous nous regardez sur le site internet, vous pouvez également découvrir les films, cartes de visite. Ce sont des bons tutos aussi qui présentent chacun des lauréats. On vient de vous découvrir à quelques instants. Très, très rapidement, deux dernières questions. Sur le podium de vos actions décidées collectivement, il y a quoi? Alors, j'ai le droit d'en citer plusieurs? 2 ou 3. Un podium, c'est 3 marches en général. Voilà. Alors, l'utilisation du lin dans la construction. Ouais. Je suis dans le dur, dans le métier dans le dur. Dans la construction neuve, on utilise le lin. On fait émerger, c'est du circuit court et c'est durable. En réhabilitation, on a fait un laboratoire de la réhabilitation. On est partenaire du CD2E qui est aussi très actif. Et la dernière idée dont je suis particulièrement fier, c'est un projet d'habitat inclusif. Et quand je dis un projet, il est aujourd'hui en exploitation. Il y a des locataires dans les logements où on a créé un nouveau quartier de logement avec des personnes en situation de handicap mental, des locataires classiques, des habitants du quartier historique qui étaient propriétaires de leur logement. Et aujourd'hui, ça vit extraordinairement bien. Et ça, moi, c'est ma fierté, mon coup de cœur. Bien sûr, très bien. Dernière question. On sait tous que on peut construire les plus beaux projets d'entreprise. Vous, avec en toile de fond la RSE, alors on fait un moment une convention pour le lancer, c'est magnifique, et après on passe à autre chose. Quels sont vos garants de la pérennité de l'action? Une équipe de direction engagée et des influenceurs. Le fait que les projets soient
portés par des collaborateurs, quel que soit leur métier. On a des influenceurs qui sont agents d'accueil, qui sont standards. On a des chargés d'opération qui montent des projets. Et je pense que ça fait émerger, on a des comptables, ça fait émerger et beaucoup d'idées, beaucoup de projets, des petits, des grands. On fait notre bilan carbone, on a notre plan de déplacement entreprise et ils sont aussi impliqués dans ces projets structurants de la société, mais on fait aussi une bibliothèque. Une bibliothèque du personnel et ça fait partie des sujets dans les espaces de convivialité, ça fait aussi partie du bien-être au travail. Est-ce que vous avez déjà caressé les Raymontas de Nausicaa? Oui. Alors, ça fait quoi? On est aussi à Boulogne. C'est toujours un grand plaisir. C'est des moments de détente. On y va en touriste, donc on y va que pour le plaisir. Et on sait que derrière, des beaux projets. Et on a pu, c'est aussi ça, le réseau Alliance, on a pu discuter la dernière fois. Alors on n'a pas encore jeté d'idées ou partagé d'idées, mais on s'est dit qu'on est à demi-boulonnais aussi. Nous, on a du patrimoine sur Boulogne. On s'est dit, tiens, il y a peut-être des trucs à faire ensemble. Alors j'ai découvert que Goodfish, c'était vous. C'est quoi Goodfish? Mr Goodfish, c'est un programme que nous avons monté il y a des années de ça, donc avec le soutien des scientifiques de l'Ifremer, et entre autres en réponse à une question des pêcheurs. Les pêcheurs boulonnais, bien sûr, en avaient un petit peu assez d'être qualifiés de viandards, pour dire les choses. Ils nous ont dit, nous on en a un peu assez, tout le monde nous demande du cabillaud toute l'année, on ramène d'autres choses et on aimerait pouvoir vendre d'autres poissons, aidez-nous à faire connaître les autres possibilités. Et puis les cuisiniers, les restaurateurs sont rentrés dans la danse, les associations de consommateurs aussi. Et depuis 10 ans maintenant, on propose tous les trimestres une sélection de produits de la mer plus durables et les moyens aussi de les apprêter quand on n'en a pas l'habitude. Donc, Mr Goodfish, vous trouvez ça dans les restaurants, dans les supermarchés et sur une appli. Achetez du Mr Goodfish, mesdames, messieurs. Quels sont les ressorts de combien de collaborateurs dans une entreprise comme la vôtre? Nausicaa, 220 personnes. 220 personnes. Notre directrice RSE, je réponds à Monsieur Mott, Ingrid Picard, qui a piloté le dossier pour les trophées, n'est pas dans la région aujourd'hui et c'est pour ça que je tente de la remplacer. Voilà. Et quels sont les ressorts de votre transformation? Alors je dirais qu'on parlait déjà de gérer la mer quand on a ouvert Nausicaa en 1991. On cherchait des solutions pour utiliser moins d'électricité ou moins d'eau pour nos pompes, nos filtres, etc. Donc on faisait sûrement déjà de la RSE sans le savoir. La différence maintenant, c'est qu'on s'est forcé de structurer ça d'une manière beaucoup plus logique, oui. Beaucoup plus systématique. On a par exemple en ce moment une exposition sur le changement climatique, océan et changement climatique, l'œil du climat, avec une grande fresque des gestes, les gestes au quotidien que chacun peut mettre en œuvre. 35 000 personnes se sont déjà engagées à les mettre en œuvre. Là, on le voit d'ailleurs dans la vidéo à l'instant. Et en parallèle, nous, pour donner un exemple, 100% de notre chaleur, de la chaleur qu'on utilise à Nausicaa est en circuit court. C'est soit de la récupération interne, soit le réseau de chaleur urbaine. Et le réseau de chaleur urbaine, il est alimenté notamment par la méthanisation d'ordures, donc certains de nos déchets. On est dans des démarches comme ça, à la fois vers le public et dans notre fonctionnement. Et pour finir sur cet exemple du changement climatique, on travaille évidemment avec l'ADEME pour aller plus loin. Votre bilan carbone. Oui, et au-delà. Alors, combien de personnes vous recevez par an? Alors, 850 000, un peu moins les 2 dernières années, 18 millions depuis 91. Voilà. Alors ça nous intéresse, parce que vous avez à portée de main un public de masse, on va dire ça comme ça, c'est pas très élégant, mais près d'1 million de personnes. Quelle est la bonne pédagogie pour amener les gens à se transformer? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne pédagogie, je pense qu'il y a des pédagogies, il y a celles qu'on peut mettre en œuvre et les publics qu'on rencontre. Nous, on joue bien sûr de l'émerveillement, vous en parliez, l'émerveillement devant la mer, devant la beauté du spectacle de la mer. Et puis ensuite, quand on commence à expliquer, à parler de ce qui se passe et de ce qu'on peut faire, on essaye de ne pas être que dans « ça ne va pas ».
On essaye de Notez montrer ça. des solutions, on essaye de Ouais. raconter ce que d'autres personnes font déjà, Et que je peux faire moi-même. et on essaye de montrer ce que chacun peut faire. On a aussi mis en place, on le voit dans le film, une plateforme d'innovation, un Living D'accord. Lab. Donc on cherche des solutions à différentes échelles et on essaye de les mettre en valeur. Alors, du coup, fort de votre expérience, et ça a été noté aussi dans le dossier que vous avez présenté, vous organisez, vous mettez de la méthodologie dans tout ça, et vous allez créer un label. C'est quoi? À quoi ça sert? Alors en fait, on a aidé à la création d'un label, Oui, avec d'autres acteurs. un référentiel alors Océan, autour de l'objectif du développement durable 14. Alors l'objectif du développement durable 14, vous en avez entendu parler la semaine dernière, puisqu'il y avait une grosse conférence des Nations Unies sur l'océan, mais c'est le moins connu. C'est le moins connu de tous les objectifs du développement durable. Et donc la Fondation de la mer a lancé une démarche pour créer un référentiel d'entreprise. Donc on était à la fois ressources pour le processus de création, test quand il s'agit de le valider, et maintenant on est dans le processus de labellisation. D'accord. Donc Bon. spécifiquement sur cet objectif du développement durable en lien avec l'océan. Bonne chance, vous êtes toujours en direct de la fête de la RSE et branché sur On refait l'écho. On refait l'écho en direct de la fête de la RSE. Il y a vous et votre frère C'est ça. qui est dans la salle. Il y a aussi mon père et notre DAF. C'est vrai? Alors, on ne les voit pas à la radio, mais comme notre émission est en public, ils vont se lever. Ils sont où? Ils sont là. Bravo. Non, je le cite parce que vous êtes en cours de reprise de l'entreprise. Vous pouvez vous asseoir. En cours de reprise de l'entreprise avec votre frère, mais après 10 ans d'immersion. Oui, c'est ça. Chaud. Donc, en fait, on se donne une dizaine d'années pour faire une transmission tout en douceur. Et donc, si le DAF est là, en fait, c'est parce que le DAF est à mi-chemin entre mon frère et moi et notre père. Donc, c'est lui qui fera un petit peu le passage de flambeau. Alors, on sait que les trophées de l'économie responsable récompensent une politique globale de RSE et de transformation. On va focuser avec vous sur votre stratégie, votre chemin, on va dire, de décarbonation. Combien de collaborateurs dans l'entreprise? On est 95 collaborateurs. Et vous êtes une entreprise familiale donc, qui produit et commercialise des meubles d'agencement haut de gamme depuis? Depuis 1960, donc l'entreprise a été créée par mes grands-parents. Voilà. Donc vous allez de la conception à la fabrication et à la pose. On ne fait pas la conception, on laisse ce boulot D'accord. aux architectes. D'accord. C'est nous qui faisons toutes les études techniques. Trajectoire de décarbonation européenne et sa déclinaison dans la loi du pays dit en 2050 on sera complètement décarboné. Vous, une PME comme la vôtre, quelles questions elle se pose pour se mettre en chemin? Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus facile à faire? On démarre par On démarre par le plus facile. le plus facile. C'est quoi pour Donc vous? aujourd'hui, nous, on est une PME semi-industrielle ou semi-artisanale, et donc on consomme énormément d'électricité et auparavant de gaz, et donc on s'est attaqué à ces sujets-là. D'accord. Alors, donc, on s'y attaque comment? Avec qui? Comment vous parlez aux équipes pour dire, tiens, on va faire un truc là tous ensemble? Et après, je vous demanderai vos indicateurs et qu'est-ce que ça produit. Alors, on plante d'abord une petite graine dans la tête de notre père et de notre oncle, parce que c'est des investissements auxquels ils sont réticents au départ. Et puis, Qu'est-ce que ça va nous faire gagner? c'est ça, c'est c'est logique. exactement les questions qui se posent. Et puis, on laisse la petite graine faire son petit bout de chemin. Et puis, petit à petit, on met des chiffres sur la table et on commence à en parler. Alors, mettons les chiffres sur la table. Je ne vais pas vous demander vos chiffres, mais quels sont vos indicateurs de performance à vous? Et qu'est-ce que ça produit, là, à date, votre chemin de décarbonation? Alors nous, nos indicateurs, c'est nos émissions carbone. Oui. Donc aujourd'hui, on valorise nos 350 tonnes de déchets de bois chaque année pour chauffer notre bâtiment, et on produit 30% de notre énergie électrique grâce aux panneaux qui sont sur la toiture. D'accord.
Donc ça, c'est alors investissement et retour sur investissement d'une opération comme celle-là. Alors le retour sur investissement d'une opération comme celle-là, c'est moins un quart d'émissions de CO2. Ouais. Et puis c'est des investissements qui sont rentables sur une quinzaine d'années. Vous êtes une nouvelle génération qui rentre dans l'entreprise. Comment vous voyez les choses autrement, hein? On parle de transformation. Quand vous parlez avec votre père et votre frère, vous lui dites... Quels sont les sujets sur lesquels vous lui dites « ça, on va le faire autrement, papa » Même si c'était bien à son époque, parce que, évidemment, qu'il y a des révolutions permanentes dans l'entreprise. C'est une question piège, parce que vous savez qu'il est dans la salle. Bah ouais. Et là, il va se lever et sortir. Alors ? Non, mais après, il faut pas bousculer les choses, parce qu'il y a notre père et notre oncle, mais il y a aussi une centaine de collaborateurs, dont la plupart sont là depuis 20, 30 ou 40 ans, donc il faut y aller tout en douceur, et puis les faire participer surtout aux grands sujets pour qu'ils se les approprient, et puis c'est comme ça qu'on avance. Est-ce que vous avez un argu pour nous dire non, la RSE, c'est pas de la prise de tête, ça va bien, ça peut être joyeux aussi. Comment vous le vivez, vous ? C'est la manière dont c'est valorisé à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Ça remobilise les troupes. Les clients sont très friands de ces démarches. Donc ça nous motive. Frédéric Motte, du bonheur là, hein ? Ouais, c'est génial. J'ai le droit d'interpeller ? Vous êtes chez vous ? Ah non, j'ai coutume de dire, peut-être un peu en provocation, mais je pense sincèrement, que l'entreprise qui n'intègre pas tous les enjeux des transitions énergétiques, technologiques, sociétales, elle va mourir. Elle va mourir parce qu'elle ne trouvera plus de financement, son banquier ne va plus la financer, elle ne va plus trouver de clients, les clients n'achèteront plus ses produits, et elle n'arrivera plus à trouver de collaborateurs qui sont en quête de sens. Et donc je voudrais vous interpeller, vous qui avez une démarche qui se construit, qui est déjà bien en place, alors que quasiment toutes les entreprises qu'on rencontre nous disent « j'ai des problèmes pour recruter », est-ce que vous sentez que c'est un vrai plus pour vous aider dans vos recrutements ? Et où est-ce que vous rencontrez des problèmes de recrutement ? Nous, on rencontre des problèmes de recrutement comme on a une activité qui est manufacturière. Mais effectivement, le fait d'avoir cette démarche-là, ça intéresse les jeunes. Et le fait de l'associer à une démarche de bien-être et de sécurité au travail, ça les renforce dans leur idée qu'ils sont bien chez nous. Mmh. Vous avez là 3 lauréats très ancrés dans la région et sur leur territoire. Et quand on regarde vos fiches et vos candidatures, vous sourcez localement, enfin voilà, ils sont là-dedans. Quels sont pour vous, comment vous accompagnez le non délocalisable dans cette région ? L'ambition Rêve 3, c'est pour peut-être en 2 secondes de définition, c'est cette volonté, cette ambition de travailler pour un monde qui soit plus durable et plus solidaire. Et donc vous parliez de transformation des entreprises avec la RSE, nous c'est transformer toute la région. C'est d'entraîner les collectivités, les entreprises, le monde de l'enseignement, le citoyen, ne l'oublions pas. Et Xavier Bertrand a coutume de dire, c'est pas moi qui crée les emplois, ce sont les entreprises. Nous, notre job d'élu, c'est créer l'environnement favorable. Et puis la deuxième conviction sur laquelle il revient souvent, c'est que toutes ces transformations, ça va se passer sur le terrain. Ce sont les acteurs de terrain. Et donc ce sont les entreprises dans leur territoire, ce sont les collectivités, ce sont les associations, ce sont les citoyens dans les quartiers. Et donc nous, ça va être de les aider à oser le pas. Philippe Vasseur, qui m'a précédé dans cette mission, disait souvent « j'ai passé beaucoup de temps à évangéliser ». Moi, je peux dire, je passe plus de temps à évangéliser. Tout le monde est convaincu, ou presque. On laisse de côté les quelques petits pourcents. Mais par contre, le challenge que j'ai avec vous tous, on a besoin de tous, c'est comment on passe à l'acte. Comment, allez, j'y vais, j'ose. Et vous le disiez à juste titre, je démarre par le petit truc, peut-être le plus simple, qui me fait gagner un peu de sous, etc. Et il n'y a pas de honte. Au moins, ça enclenche la dynamique. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est ça doit venir d'abord de la tête de l'entreprise. À la région, c'est la consigne du patron. C'est Xavier Bertrand qui nous dit, hop, on y va. Vous, ça, dans votre entreprise. Et puis nous, ça va être de vous accompagner avec des acteurs comme Alliance, mais c'est aussi éventuellement par des collectifs qu'on peut créer pour partager des bonnes pratiques. Ce sont des aides de la région, des subventions, des fonds européens. Et je n'ai pas de honte à le dire, bien au contraire, c'est quand il y a une entreprise qui prend un risque, on n'est pas là pour faire le job de l'entreprise, mais quand il y a une entreprise qui prend un risque, eh bien que la collectivité lui dise, allez, nous on vous accompagne par des outils financiers, par de la garantie, par une subvention, je pense qu'on fait bien notre job. Alors, votre job, c'est justement d'être facilitateur et d'accompagner toutes ces transformations
Quelle est votre actualité RSE, le Conseil régional? Nous, je pense qu'on sous-estime, quand on ne voit pas encore la décision qui a été prise, ça date d'il y a quelques jours. Xavier Bertrand nous a demandé de délibérer pour que justement REF 3 devienne le fil rouge de toutes les politiques. Beaucoup de collectivités, ce n'est pas une critique, hein, mais de se dire, on rajoute une colonne, puis on va faire un peu de REF 3, et puis on va lui donner 10% de plus, il sera content. Non, 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 non. REF 3, c'est en transversal, on revisite toutes les politiques de la région, toutes. Et donc, quand on fait du sport, comment on intègre les enjeux REF 3? Est-ce que ma manifestation est durable, mon bâtiment est durable, les nouvelles technologies? Et donc, la première préoccupation que nous avons, si on veut entraîner tous les acteurs du territoire, c'est d'être exemplaire. Donc, comment on revisite notre fonctionnement à nous? Et donc, ça a été une délibération pour revisiter tous nos achats. Ce sont des partenariats qui vont être faits avec l'UGAP. Ça va être d'inscrire dans toutes nos délibérations en quoi ma délibération intègre les enjeux des transitions. Alors, on ne cherche pas à faire un 180 degrés en une fois, mais on va y aller. Comment j'intègre, quitte à dire non, mais au moins je me suis arrêté. Quels sont mes indicateurs? Comment je peux m'améliorer? Et donc ça, c'est une gestion du changement, c'est culturel, ça va être un travail titanesque, un peu fou, mais je peux vous dire que mon patron là-haut, quand il m'appelle régulièrement, c'est où est-ce que t'en es? Je veux du concret, et puis on va y arriver. Alors on le fera pour nous, pour l'institution, mais pour le faire pour le territoire, on a besoin de tous les réseaux, de tous les chefs d'entreprise, de tous les élus, pour que demain, ils aient tous leur page REF 3 dans leur bulletin municipal, vous dans vos entreprises. Un point, si je puis me permettre, REF 3, c'est surtout pas un label. Il faut des labels. Hein. Un label, ça veut dire que je vous teste, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, je vous le reprends et autres. Nous, on dit c'est un étendard. Tout le monde doit se saisir. Que vous soyez citoyen à n'importe quel niveau, mettez l'étendard REF 3. C'est comme ça qu'on va créer la vague, que les élus auront le courage de faire bouger aussi un certain nombre de choses. Et puis derrière ça, c'est de l'attractivité, c'est de la fierté, c'est du sentiment d'appartenance. Donc pas de retenue. Alors justement, si une entreprise a l'intuition de porter un projet REF 3, c'est quoi le mode d'emploi? Frédéric.mott@taudefrance.fr. Direct. C'est mon collègue Beauchamp qui a toujours coutume de dire, j'aime bien, il dit, quand vous l'achetez des cigarettes, pas très bien, mais vous regardez là où il y a une carotte rouge, vous savez que vous allez trouver des cigarettes. Vous cherchez des médicaments, vous allez là où il y a une croix verte, vous savez que vous allez trouver des médicaments. Et donc, on est en train de se réorganiser pour être plus visible, pour que justement les gens puissent se dire, tac, là j'ai l'interlocuteur qui va bien, et puis on va m'accompagner. On refait l'écho toujours en direct de la fête de la RSE. On refait l'écho en direct de la fête de la RSE. On va remettre les trophées. C'est vous qui allez remettre les trophées. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'un par un, Frédéric Mott sur cette estrade, parce qu'on a les photos à faire, les trophées, les diplômes à remettre. On va commencer avec Nausicaa. Alors, Nausicaa, qui vous rejoint? Allez-y. Et on a le droit d'applaudir dans la salle. Allez, oh! Quand même. Ouais. Allez-y. Allez, on vous retrouve là-bas. On remet les trophées, les diplômes. Félicitations à vous. La belle photo qui va bien. Est-ce que vous pouvez descendre, parce que je crois que c'est réglé? Messieurs, est-ce que vous pouvez aller sur l'estrade? Marie-Hélène, si vous pouvez leur demander d'aller sur l'estrade qui est là, juste devant. Voilà, très bien, super. La photo, parce que derrière, il y a l'affiche. Et on vous applaudit encore bien fort. Félicitations. On va remettre son trophée à l'équipe de Flandre au Palhabitat. Christophe Van Hersel et les membres de son équipe. Alors je sais que certains d'entre vous sont venus avec des clients également, des fournisseurs, mais c'est top. Donc venez, on vous applaudit bien fort et on vous remet votre trophée. Alors à chaque fois, le trophée et le diplôme. Voilà. Ah ouais, il y a la moitié de la salle avec Flandre au Palhabitat. Ouais. Félicitations et bonne chance pour la suite de vos actions. Voilà, photo pour le journal interne, pour le site intranet. Super. Un grand merci à vous. Félicitations. Et Christopher pour du réagencement. Alors papa, le DAF, le frère, vous venez tous. Félicitations. Voilà. Et on en refait une avec les bras en l'air. Avec les bras en l'air. Les bras en l'air. Ah ben non, ils ont les trophées, ils peuvent pas. Ouais, voilà. Et vous souriez bien sûr. Félicitations, bonne chance pour la suite de vos actions. Merci beaucoup Frédéric Mott. On passe maintenant à l'actu de la RSE en bref.
On refait l'écho. Tout de suite, l'actu de la RSE en bref. Alors juste avant de recevoir Marie-Hélène Foubet, Réseau Alliance poursuit ses actions en faveur de l'environnement et de l'inclusion. C'est un axe stratégique de ce premier réseau d'entrepreneurs responsables des Hauts-de-France. Réseau Alliance a lancé le mois dernier une promotion climat aux côtés de son partenaire WeCount. 9 entreprises planchent actuellement sur la réalisation ou la mise en œuvre de leur bilan carbone avec un objectif, avoir des outils pour être autonome dans sa réalisation. Et puis du côté de l'inclusion, Réseau Alliance organisé avec la Grande Maison début juin dans cette salle un grand hackathon autour du handicap. Plus de 200 personnes se sont réunies pour travailler autour des parcours d'emploi des personnes en situation de handicap avec une originalité pour cette journée. La diversité du monde du travail était impliquée. Prochaine étape le 4 octobre pour découvrir les suites des idées qui ont émergé lors de ce temps fort. Notez également dans votre agenda le sommet européen des ODD qui se déroulera entièrement en ligne du 10 au 12 octobre, un événement organisé par CSR Europe, un réseau européen qui œuvre pour le développement de la RSE en Europe et qui regroupe 32 partenaires privés. On y retrouve Orange, par exemple, Engie, IBM, et 37 organisations comme Réseau Alliance qui est membre depuis 2007. Et je vous donne l'adresse du site internet si vous souhaitez vous inscrire. C'est www.csreurope.org. Et enfin, je vous annonce que le lancement de la plateforme impact.gouv, c'est le nom de la plateforme lancée par le gouvernement l'année dernière. Elle vise à accompagner les entreprises dans le reporting de leurs données extra-financières. Pour rappel, à la suite d'évolutions réglementaires européennes, les entreprises devront, dès 2025, produire un rapport de durabilité et qui remplace l'actuelle déclaration de performance extra-financière. Et nous passons maintenant au grand entretien. On refait l'écho. Et maintenant, le grand entretien, la RSE dans tous ses états. La RSE dans tous ses états avec Marie-Hélène Foubet, déléguée générale de Réseau Alliance. Alors on a commencé à remettre les trophées. On entendra tout à l'heure la présidente du comité d'agrément, mais vous, personnellement, cette QV 2022, comment vous la voyez, comment vous l'avez accueillie? En fait, la QV 2022, puisque je suis là depuis un an, je la vois, elle est conforme à ce que je vis depuis un an et ce que vivent les équipes du Réseau Alliance. Frédéric Motte le disait, c'est plus la peine on va pas sensibiliser à la RSE, le monde bouge. Et le monde bouge vite en ce moment. Et c'est le côté positif. Tout à l'heure en conférence de presse, on disait aux journalistes, ça y est, les murs tombent. Entre le monde économique, le monde social, le monde public, les universitaires, le monde est en train de beaucoup bouger. Les journalistes m'interrogeaient en me disant, est-ce que c'est dû au Covid ? Peut-être que ça l'a accéléré, mais je crois que le mouvement se préparait depuis quelques années. Les petits jeunes qui viennent de passer, moi j'ai le coup de cœur pour ces petits jeunes. On sent que le monde bouge, que les murs tombent et qu'on entre enfin dans le monde de la coopération. Et c'est un indicateur RSE. Et certes, les entreprises nous demandent beaucoup de méthodes, notamment les TPE-PME, mais on sent que ça bouge et que ça bouge vite dans la région. La RSE pour les nuls, rappelez-nous en 3 mots les 3 piliers de la RSE. Le social, l'environnemental, la gouvernance, on va le dire comme ça. Vous êtes un bon baromètre de ce que font concrètement les entreprises dans leur transformation. Alors, on en est où à l'échelle de Richter de la RSE? Est-ce qu'on est toujours à la prise de conscience? Est-ce que ça frémit? Enfin, comment vous voyez les choses? Alors, on a beaucoup d'entreprises qui n'en sont plus à la prise de conscience, qui sont vraiment dans l'action. Certaines même sont à la 2e, 3e phase. On en a quelques-unes qui sont encore en sensibilisation et comme disait Frédéric Motte, quelques-unes qui résistent encore, mais c'est pas très grave, c'est un petit pourcentage. On sent quand même que le monde des TPE-PME commence à être très bousculé et que c'est peut-être moins facile que dans les grands groupes. Oui. Et les moyens sont différents et c'est là que l'action un peu collective de Réseau Alliance les aide à apporter de la méthode. Moi, ce que je trouve positif, c'est quand on sensibilise, qu'on utilise les outils pédagogiques, beaucoup d'entreprises s'aperçoivent qu'elles sont finalement déjà un peu RSE, notamment dans les Hauts-de-France, et on sent que ça va vite, et que ce n'est pas simplement de l'apparat, c'est une vraie conscience qu'il y a urgence sur le climat, il y a urgence sur l'inclusion, parce que c'est les 2 thèmes prioritaires qu'on a retenus. Jean-Pierre Le Tart, qui va bientôt réintégrer le pays, puisqu'il était en voyage, a l'habitude de dire on aura peut-être plus vite des émeutes que des inondations. C'est bien les 2 en même temps
le territoire a besoin d'un climat social apaisé, d'un climat en général calmeux et d'un climat social apaisé. Et on sent que les entreprises ont vraiment envie d'y aller. Et contrairement à ce que peuvent penser certains mondes, beaucoup d'entreprises se sentent concernées et ont envie d'y aller. Vous nous dites que la RSE concerne toutes les entreprises. Quel est le soutien concret que Réseau Alliance peut apporter à un dirigeant d'une TPE, d'une PME qui nous écoute là ce soir? Très concrètement, on apporte de la méthode, beaucoup de choses positives. C'est-à-dire, la première chose que font les équipes, c'est de rassurer en disant mais la RSE, c'est pas un monde à part. Il y a déjà beaucoup d'indicateurs, il suffit d'avoir de la méthode et de les rassembler, ce que dira d'ailleurs un témoin tout à l'heure. Et au-delà de la méthode, c'est d'aller les aider à chercher les financements, à chercher les expertises. Et surtout, notre méthode collective, le coworking, le networking, l'échange de bonnes pratiques, permet quand même à beaucoup de chefs d'entreprise, notamment TPE, PME et un peu les ETI, de se sentir un peu moins seuls. Marie-Hélène Foubet nous annonce qu'il ne faut surtout pas être seul pour entreprendre sa démarche RSE. En fait, pour paraphraser un saint homme, n'ayez pas peur. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Les partenaires des trophées de l'économie responsable, c'est important aussi. Leur présence est importante. Alors, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. En plus, tout le on monde. le voit sur le site, là. Ouais. On a un peu changé le mode de financement. Ce qu'on peut dire, on l'a vu à l'Assemblée générale il y a une semaine ou 10 jours, on avait 120 personnes à l'Assemblée générale. La moitié de la salle était des nouveaux adhérents. Ça veut dire quand même qu'il y a un côté attractif. Non, mais il faut aller voir ce qui se passe dans les réseaux. Et beaucoup d'entreprises se rendent compte qu'effectivement, d'échanger, d'être dans le réseau, ça permet de positiver les choses et d'y aller tous ensemble et d'éviter que tout le monde réinvente la peau. Il y a de très belles choses qui se font partout et cet échange est important. Et la deuxième chose, c'est les outils pédagogiques qu'on peut développer autour de sujets qui ne sont pas faciles. La décarbonation, c'est pas facile. Et au-delà des partenaires financiers, on a beaucoup de partenaires experts. On a fait une journée à Douai avec le groupe Odyssée sur la biodiversité. Et c'est ça l'intérêt de Réseau Alliance. On n'est pas là pour embaucher des experts de tout. On est là pour créer les partenariats et je dirais de la coopération entre tous les acteurs. Climat, inclusion, ce sont deux grands sujets qui rentrent en force dans la RSE. Énormément. Énormément. Faites confiance à Réseau Alliance pour vous accompagner dans vos politiques de RSE et surtout profitez de ces échanges d'expériences. Merci beaucoup, Marie-Hélène Foubet. On se retrouve dans quelques instants, juste après une page de publicité. On refait l'écho, revient juste après la pub. Avec deux annonceurs exemplaires en RSE, Jean-François Campion, le DG de Maisons et Cités. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la RSE au sein de Maisons et Cités, c'est une démarche qu'on a enclenchée depuis deux démarches vision, depuis 7-8 ans. On a lancé une première démarche vision en 2015-2016 et puis on l'a renouvelée l'année dernière pour aboutir sur nos deux projets stratégiques de l'entreprise, que ce soit Créacité ou là maintenant Énergique 2025. Dans le cadre de ces deux démarches, on a intégré également une démarche de création d'un label interne qui s'appelle le Créa Label, qui a une démarche d'aller interroger toutes nos parties prenantes de manière annuelle sur une démarche 360 degrés. C'est-à-dire d'aller interroger à la fois nos clients, nos partenaires, les entreprises, les collectivités locales, pour pouvoir déterminer sur les 6 piliers que constitue la démarche, à la fois nos clients, nos collaborateurs, les partenaires, les 45 secondes, mais allez-y, terminez. Les produits, nos services et la performance, et déterminer ensuite un véritable plan d'action annuel sur l'atteinte de ces objectifs quantitatifs et qualitatifs surtout. Un grand merci à vous. Et dans notre écran publicitaire, nous avons également Jean-Michel Lehambre, le fondateur de l'entreprise CVP. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Joli prénom. Ouais. Je te le fais à chaque fois. Alors, 3 exemples. L'entreprise, on est dans le domaine de l'emballage plastique. On calcule l'empreinte carbone de tous nos produits depuis 2012. Et cette empreinte carbone est donnée de manière native à l'ensemble des clients. La deuxième, c'est que nous ne mettons plus des produits sur le marché s'il n'y a pas de solution de valorisation en fin de vie. Donc notre modèle de création passe par la fin de vie. Et on regarde la fin de vie si ça existe ou pas. Et il en découle que maintenant on sait dire non à des clients si les projets ne nous intéressent pas. Parce qu'il n'y a pas de développement de RSE ou de développement durable. Et quatrième, je rebondis sur... Parce que hier, j'ai rencontré l'entreprise Durier. Allez-y, finissez.
Et cette notion d'alliance et de coopération, puisqu'on a un projet de construction d'une nouvelle usine dans le Pas-de-Calais. Et là, on échange des bonnes pratiques. Très pratique. Génial. Ça crée du réseau aussi. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance. Vous allez adorer la séquence qui va venir puisque nous allons parler de l'engagement authentique de l'humain dans vos stratégies de RSE. L'engagement authentique de la RSE, c'est une affaire de femmes et d'hommes engagés. On refait l'éco et la RSE avec les champions de l'économie responsable. Bienvenue. Le parrain, il est là. Bienvenue à Philippe Rémillon, à la tête de Villogia. Et vous recevez, Philippe, 3 nouveaux lauréats. Moi, j'aimerais bien qu'on laisse la salle allumée parce que j'aimerais qu'on se voit, quoi. On peut allumer la salle, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Voilà. Ils sont là. Ils sont attentifs. Comment ça va, Philippe ? Fort bien. C'est assez extraordinaire de voir tout cet engagement RSE au sein de cette prestigieuse institution. 3 lauréats à vos côtés. Delphine Bard, fondatrice et CEO de Stirrup. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également à Vincent Desto, directeur de Transdev Hauts-de-France. Bienvenue. Et Renaud Grasset, directeur de l'usine VKR. Alors, VKR, c'est le groupe Velux. Eh bien oui, Velux, ça vous parle ? On en a tous chez soi. On va passer quelques minutes avec chacun d'entre vous pour que vous nous parliez de l'humain et du management de l'humain dans vos stratégies RSE et finalement vos stratégies de transformation. Avec aussi, avec chacun d'entre vous, des angles spécifiques que nous allons aborder. Votre métier, c'est quoi, Delphine ? Mon métier, c'est fondatrice et chef d'entreprise de Stirrup, qui est une start-up qui est hébergée à Eura Technologies. Et le métier de Stirrup, en fait, c'est de lutter contre le sans-abrisme. On a une baguette magique, on transforme les logements vacants en logements tremplins pour des personnes qui ont besoin d'un toit. On est un Airbnb en version solidaire, en fait. On est le tiers de confiance entre des propriétaires de logements vacants et des associations d'insertion. J'allais dire c'est ténu, mais non, c'est fondamental. En fait, oui, et nous, on est vraiment là pour simplifier, faciliter, accélérer la mise en relation entre ces propriétaires qui ont des logements vacants en transition et ces associations qui ont besoin de ces logements tremplins pour permettre à des personnes de s'insérer, de s'en sortir. Alors encore une fois, votre dossier RSE pour lequel vous êtes primé, il est global, mais là on va focuser sur un truc qui nous a intrigués, c'est la gouvernance participative poussée au bout. Expliquez-nous votre histoire, racontez-nous le truc. Alors déjà, Stirrup est vraiment né par le terrain et grâce à des associations de terrain. Donc ça a été normal, en fait, en créant la structure, la société Stirrup, de faire participer toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que les associations, les propriétaires, les collectivités ont même été conviées à la construction, au prototypage de notre outil, de notre plateforme, et qu'elles sont aussi impliquées dans un comité de bienveillance pour toujours avoir en filigrane l'impact et les vrais besoins du terrain, en fait. Alors c'est quoi ce comité de bienveillance ? Eh bien, c'est un comité consultatif qui va permettre justement au moins une fois par an, et l'objectif c'est d'aller à 2 fois par an, de pouvoir expliquer notre trajectoire, nos projets et vérifier qu'on est toujours en phase, se faire challenger en fait avec nos parties prenantes. Qui siège au comité ? Qui siège au comité ? Des associations, des propriétaires, des réseaux d'accompagnement. Voilà. Est-ce qu'il vous a fait bouger des lignes ? Oui, bien sûr. Quelle manière vous prenez en compte ces préconisations ? Eh bien, c'est très simple. Tout le process de Stirrup depuis le départ, puisque quand on peut être plein de bonne volonté pour pouvoir faire la différence sur le terrain, mais quand on n'est pas en phase, par exemple, avec la réalité des travailleurs sociaux, je vais citer l'Abège comme partenaire, qui nous a beaucoup aidé à structurer, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nos process en sont là. Donc oui, ça a une grosse influence en fait sur notre manière de faire. Une question perso. Vous êtes sur un business social. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à aller sur ce type de business ? Comment vous décidez dans votre parcours d'entrepreneuse de dire je vais aller là-dessus plutôt que de faire de la prod d'un produit révolutionnaire et gagner des milliards ? C'est quoi vos motivations profondes à vous, perso ? Alors c'est simple, moi j'ai toujours voulu en faire plus dans ma vie professionnelle qui était effectivement commerciale.
Et ce sont vraiment des valeurs familiales qui m'ont été transmises, vraiment la volonté de faire bouger les lignes. Et puis, moi, je suis toujours à travailler en mode efficace et je me dis, si à mon échelle, je peux changer les choses, eh ben, pourquoi pas le faire? Et donc, c'est pour ça, en fait, vraiment, en ayant vu par le terrain, par des actions bénévoles, que je pouvais changer les choses, je me suis dit, c'est vraiment trop dommage de le garder pour moi, de rester à petite échelle, autant le partager au plus grand nombre et avoir le plus d'impact possible. Ce que vous faites, ce que vous représentez, est-ce que ça a déjà donné des bonnes idées à d'autres? Des bonnes idées de... De faire des business dans ce domaine-là, de changer les choses, oui, il y a des projets connexes en fait, par exemple sur le fait d'utiliser le même principe que Stirrup pour mettre à l'abri les femmes victimes de violences. Enfin, voilà, ça fait des petits. Mais, Il faut quand même que je vous pose ma dernière question très rapidement. Le modèle économique, il est où là le modèle économique, il est très très simple. Je vais reciter Airbnb, mais on fait faire des économies, on fait gagner de l'argent aux propriétaires, soit parce qu'on leur fait économiser des coûts, par exemple frais de dégradation, risque de squat, ou alors qu'on leur permet de défiscaliser, parce que quand ils offrent le loyer, c'est un don à une association qu'ils peuvent défiscaliser. Et à partir du moment où un propriétaire fait des économies, à partir du moment où il prête son logement, on lui facture des frais de service, un forfait mensuel par logement prêté, tout simplement. Vous avez un truc à faire avec elle? Alors nous, on a des trucs à faire, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est comment vous valorisez aussi ce travail avec des logements privés chez des propriétaires privés. Parce que pour le coup, nous, on est bailleurs sociaux, donc on a ce genre de pratique, puisque on a forcément des logements vacants avant démolition, etc. Et donc, on a un certain nombre d'associations avec lesquelles on travaille sur les territoires sur lesquels on est présent. Mais par contre, le miracle, c'est d'y arriver avec des propriétaires privés. Et effectivement, je commence à comprendre un petit peu mieux, mais... Ouais, alors, les propriétaires privés, ils sont dans le même cas que les bailleurs sociaux. Ils ont des logements en transition entre deux opérations immobilières, de rénovation, de revente, etc. Voilà, des logements qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas louer pendant un moment donné parce qu'ils vont vider un immeuble de l'ensemble des locataires au fur et à mesure et qu'il peut se passer 3 ans. 3 ans pendant lesquels il peut y avoir du squat, il peut y avoir des sinistres, etc. Et je crois que vous avez un bel exemple avec les réfugiés ukrainiens, n'est-ce pas? On est en train de travailler sur un projet avec des réfugiés ukrainiens, effectivement, avec l'association Ukraine en Or. Ça va voilà, la remise des clés est pour lundi prochain, donc on est un petit peu en avance sur l'actualité de Stirrup. Donc tout à fait, ouais. Bon, il est bien renseigné. Bonne chance pour cette nouvelle action. Alors, Renaud Grasset, vous êtes directeur de l'usine VKR France. C'est l'une des 4 usines françaises implantées depuis 1976 du groupe Velux. On a tous un petit Velux chez soi. Entreprise danoise. Entreprise danoise. Créée en 1941. Exactement. Et implantée en France, comme vous l'avez dit, depuis 1976, dans la Somme. Et nous employons 350 collaborateurs. Alors, dans votre dossier, un gros sujet sur les réductions des émissions, la décarbonation, avec une réduction de 50% des émissions en 12 ans, entre 2008 et 2020, notamment sur la réduction des consommations d'énergie sur vos sites, énergie renouvelable, approvisionnement. Je voudrais vous entendre également sur le sujet du participatif, mais surtout sur le mode d'emploi. Comment vous y prenez et entre autres avec vos parties prenantes extérieures également. Expliquez-nous ça. Oui. Alors, nous avons une stratégie du groupe, une stratégie d'entreprise qui est bien connue de l'ensemble du personnel. Mais on est conscient que ça ne suffit pas. On a besoin, notre leitmotiv, c'est de s'assurer que chacun soit acteur au quotidien et puis puisse contribuer à cette aventure. Par exemple, on a un trophée qu'on appelle développement durable, qu'on a créé en 2006. Et qui... Usine par usine? Dans l'usine? Dans l'usine, d'accord. Sur le site Air France, suite à une démarche sécurité, on voulait vraiment viser le zéro accident. Et on sait que pour la sécurité, c'est absolument indispensable d'impliquer l'ensemble des collaborateurs. Et dans ce cadre-là, à partir de cette date-là, on a encouragé chaque personne, non pas à avoir des idées, mais à mener des actions. Pour une démarche RSE, c'est indispensable d'entraîner chacun à devenir acteur et pas spectateur. Ah ouais, c'est quoi la différence et comment on s'y prend? J'ai entendu tout à l'heure Frédéric Motte dire le sujet maintenant qu'on doit tous porter, c'est le passage à l'action. Comment vous le pratiquez sur votre site? Alors, on avait déjà des fois des grands projets de réimplantation de sites ou d'aménagement d'équipements. Bien entendu,
déjà les opérateurs étaient impliqués dans ces démarches-là. Mais là, c'est la démarche d'amélioration continue, où on demande à chacun des petites actions autour de lui, de se mettre... Tout le monde n'est pas capable de faire toutes les actions, mais on a toujours autour de soi un collègue, l'un qui sait souder, l'autre qui est plus fort en mécanique, l'autre qui va être plus sensible à la qualité, et ensemble, ils mettent en place ces actions. Et dans ce cadre-là, on a mené un trophée avec un jury qui se réunit chaque mois, avec les opérateurs qui choisissent les 3 meilleures actions menées dans chaque mois dans les ateliers. Est-ce que vous intégrez, par exemple, les fournisseurs dans cette démarche-là? De temps en temps, puisque par exemple, effectivement, on achète du bois dans les Landes, on a emmené nos opérateurs visiter les scieries, comprendre d'où venait la matière, et à partir de ce moment-là, ils échangent avec les fournisseurs aussi pour trouver et demander, modifier le cahier des charges et éviter de réduire les pertes. Dites à nos auditeurs combien d'actions ont été menées à bien depuis 2006. Alors c'est ça qui est remarquable. Quand on l'a lancé, on s'est dit dans 2 ans, on aura probablement une baisse. Mais en fait, ça existe depuis 2006 et on a plus de 10 000 actions réalisées à ce jour. Plus de 10 000, 2 à 3 actions par an et par personne en moyenne. Tout ça, comment ça vit, ça s'intègre dans votre compte d'exploitation, tant au niveau des charges que du chiffre d'affaires? Alors à titre d'exemple, on a fait une moyenne de combien ça nous coûtait. Chaque action, elle nous coûte en moyenne 120 € si on compte le temps passé, les moyens nécessaires, etc. Mais on a des actions... C'est du coût interne, essentiellement. C'est un coût interne, essentiellement. Mais je dirais, bien entendu, qu'il y a des actions qui vont contribuer à la sécurité. Donc c'est mesurable plutôt sur le long terme, ça nous réduit notre taux d'accidentologie. Et après, on a vraiment créé un état d'esprit où finalement chacun, aujourd'hui, se sent concerné et contribue à l'amélioration des performances industrielles. Et ça, on le retrouve complètement dans notre compte de résultats. On a d'autres usines du groupe qui sont aussi dans cette démarche d'amélioration continue, mais on voit que cette démarche, démarrée depuis plus de 15 ans, produit des résultats qui sont juste extraordinaires, à la fois en termes d'état d'esprit et aussi dans le compte de résultats. On parle beaucoup, et on le voit beaucoup dans les séances de formation chez vous. Alors, chez nous, on est un site industriel, on produit en grande série quand même. Chacun a une mission, un rôle à tenir. Et en fait, on s'est intéressé à qu'est-ce que les gens aiment faire. Quel est le centre d'intérêt de chaque collaborateur? Comment on peut faire matcher le centre d'intérêt avec une mission au sein de chaque mini-usine? Et donc, on a développé ces missions d'opérateurs compétences plus, les uns en maintenance, les autres en qualité, d'autres en sécurité, d'autres en environnement. Et la liste n'est pas exhaustive. Et dans ces missions d'opérateurs compétences plus, chaque opérateur, en plus de sa mission de production, va accueillir les nouveaux dans ces domaines, va être spécialiste dans ce domaine d'expertise, va suivre les plans d'action, va réaliser des actions d'amélioration. Donc c'est vraiment un engagement et une responsabilité de chaque collaborateur. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Transdev. Oui, Philippe. J'ai une question. Du coup, ce statut que vous avez créé pour vos collaborateurs opérateurs compétences plus, est-ce que vous ressentez vraiment un effet d'efficacité, d'attractivité pour aller chercher justement des collaborateurs? Et est-ce que ça facilite aussi la mobilité interne? Alors, quand on va chercher des collaborateurs, des opérateurs, on passe souvent par l'intérim. Mais à partir du moment où les intérimaires rentrent dans l'entreprise et voient la réunion hebdomadaire où c'est chaque compétence plus qui prend la parole et qui définit le mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'on va mener comme action la semaine d'après, ça donne envie de rejoindre l'entreprise. Et on a de ce fait-là pas de turnover et les gens ont fait des anniversaires, 40 ans d'ancienneté, etc. C'est courant dans l'entreprise. On refait l'écho et vous êtes toujours en direct de la fête de la RSE. On refait l'écho en direct de la fête de la RSE. Transdev Hauts-de-France fait partie du groupe Transdev. Vous avez, je crois, 12 filiales dans la région. Combien de collaborateurs? Environ 2800 collaborateurs répartis en effet sur toute la région. 2800 collaborateurs. Votre métier, c'est le transport public, on vous connaît bien. Alors, public et privé de voyageurs. Et vous êtes donc récompensé ce soir dans cette catégorie des entreprises de plus de 2000 salariés. Alors, plein de questions à vous poser sur votre expérience et notamment sur un sujet qui a été, je crois, évoqué au début de notre émission, qui est le sujet de l'emploi.
Alors, sujet en tension chez vous, problème de recrutement, et vous en avez fait un projet d'entreprise, presque une colonne vertébrale. Racontez-nous l'histoire. Alors oui, Transdev, en effet, c'est permettre à chacun de pouvoir se déplacer librement, et c'est surtout une histoire d'hommes et de femmes au service d'hommes et de femmes. Et on n'est pas le seul métier aujourd'hui en tension, hein, ce sont des métiers difficiles, avec des horaires parfois compliqués, hein, qui amènent des fortes contraintes dans la vie personnelle. Et bon, on le sait, hein, on se doit d'arriver à l'heure, de ne pas rater nos courses. Et donc, le fait d'avoir une tension sur nos métiers, c'est aussi une forte difficulté opérationnelle. Bien sûr. Et donc, on a mobilisé l'ensemble de l'entreprise autour de ce challenge, qui est celui de rendre plus attractif notre métier. Et la RSE, autour de ce challenge, a été un facteur extrêmement important de cohésion de l'entreprise. Je prendrai 2 exemples. Premier exemple, on a lancé au 1er janvier le quart de l'emploi, c'est-à-dire qu'on a transformé... Un quart. Oui. Qui se balade. C'est un quart qui se balade. Donc on a pris un de nos quarts, un quart qu'on a complètement rénové, on l'a aménagé avec des espaces d'échange, de recrutement, on y a mis un simulateur de conduite, hein, parce que les personnes ne savent pas exactement ce que c'est que le métier de conducteur, et on s'est baladé. On s'est baladé dans les villes, dans les bourgs, dans les agglomérations, à la rencontre de nos futurs conducteurs. Qu'est-ce que ça produit chez vous et sur le marché de l'emploi? Alors, chez nous, c'est déjà une grande fierté de pouvoir présenter notre métier, un métier qui est quand même porteur de beaucoup de sens, hein, puisqu'on permet aux personnes de se déplacer vers les services essentiels, vers la santé, vers l'emploi, vers la formation. Donc, il y a beaucoup de sens, et donc ça permet à nos collaborateurs de présenter avec fierté leur métier, mais c'est aussi faire découvrir ce métier dans des lieux insolites. On était sur la place de la cathédrale de Beauvais, on était devant la gare d'Amiens par exemple, et c'est vraiment des publics divers qui n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'être conducteur, quelle mission était derrière ce métier, de venir à notre rencontre et de découvrir le métier. Et est-ce que ça a un peu effectivement détendu vos capacités de recrutement? Enfin, ça va mieux? Alors, ça améliore, en effet. On a eu des milliers de CV. On a été impressionnés par le retour de cette opération. D'accord. Et on l'a jumelé à une deuxième opération. Allez-y. Une opération, bon, par la force des choses, on ne trouve plus de conducteurs sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a beau démultiplier les opérations, on n'en trouve plus. Donc, il est nécessaire de les former. Et donc, on a décidé, au travers de programmes de formation, interne à l'entreprise, mais aussi avec des partenaires locaux, de prendre des apprentis en formation sur des périodes longues de 6 mois. Et on se sert donc de ce quart de l'emploi pour sourcer ces personnes qu'ensuite on place en formation. Qui imagine ces mécaniques-là? Alors, c'est un travail d'équipe, hein. Il y a Marie-Noël qui est ici, qui s'occupe des ressources humaines, mais c'est aussi tous les patrons locaux qui se mobilisent. Et donc, c'est vraiment toute une équipe Transdev mobilisée sur ces opérations. Vous nous donnez un truc pour... donc, vous êtes le patron régional, vous avez 12 filiales, donc je suppose un CODIR avec tous ces gens-là, plus vos fonctions support. Donnez-nous un truc pour mobiliser et pour dire, les amis, je vous emmène vers ça. Eh bien, en fait... Moi, je vais vous raconter juste très rapidement une petite anecdote. Donc, je vais à la première session de lancement de notre académie Transdev métier du transport. Et puis, donc, on a nos apprentis, ils avaient 30 secondes chacun pour se présenter. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de parler en public, hein. Et il y en a un, il dit... moi, je suis pompier volontaire, je suis dans une association, j'ai eu plein de petits boulots, mais maintenant, je veux venir dans les transports. Une autre personne qui dit, moi, j'ai été en échec à l'école, j'ai besoin de trouver du sens dans ma vie. Et on était avec les équipes. Ces moments, c'est quand même des moments uniques où on voit vraiment les futurs collaborateurs entrer dans l'entreprise avec tout le sens que l'on souhaite mettre dans notre action. Dernière question, mais très vite, quelques secondes. Sur un autre volet qu'on a vu dans votre dossier, c'est
l'attention sur le secteur rural et semi-rural. Il y a une notion d'équité territoriale, hein, d'accès au transport là-dessus. Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, la mobilité inclusive. Donc notre métier, en effet, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès au travers de la mobilité au travail. On le sait, aujourd'hui, 25% des Français disent ne pas pouvoir aller vers l'emploi pour des problèmes de mobilité. C'est énorme. Et principalement, on le retrouve... 25%. 25%. Et on retrouve principalement ces difficultés dans ce que nous, on appelle les zones peu denses. Mais c'est des endroits où on cumule les difficultés, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à avoir une automobile. On a aussi les infrastructures de transport qui sont moins présentes. On a ce qu'on appelle l'assignation à territoire, donc les personnes ne bougent plus, sont déshabituées à la mobilité et donc finalement restent chez elles. D'accord. Et nous, notre job, c'est d'aller les chercher à travers du coaching de mobilité, des solutions qu'on développe avec les collectivités locales, et notamment, bon, je ne m'étendrai pas, mais on a fait une expérimentation dans l'Avesnois à Fourmies, où avec les associations, avec les collectivités, avec REF3, avec Philippe Vasseur, avec tout le monde, on s'est mobilisé pour pouvoir développer des nouvelles solutions, et ça amène du sens à ce qu'on souhaite faire. Ça, c'est un sujet qui concerne le bailleur aussi, hein. C'est un sujet qui nous concerne. J'ai vu que ça nous a beaucoup touchés. Vous avez lancé sur la communauté urbaine de Dunkerque et avec Entreprendre Ensemble, vous avez finalement testé aussi une opération d'offre d'emploi géolocalisée sur Dunkerque, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est une asso, hein, Entreprendre Ensemble. Oui. Oui. Donc on a fait cette opération et d'ailleurs à Dunkerque, on est allé encore plus loin puisque dans les bus de Dunkerque, on a les offres d'emploi en direct sur les panneaux qui indiquent les stops. Et donc, on a en effet, avec les associations, regardé toutes les offres d'emploi et on les push en direct dans les bus. Et donc, quand on passe à l'arrêt, on sait que là, il y a un job ici, il y a un job là, et ça arrive en direct. Partenaire engagé sur son territoire. Votre actualité RSE, Philippe Rémignon? Alors, nous, on a forcément hein, une obligation déjà par la loi d'avoir une déclaration de performance extra-financière dans laquelle en fait on définit une dizaine d'engagements sociétaux et aujourd'hui ils tournent sur 3 axes qui sont majeurs pour nous. Le premier axe c'est de prendre notre part dans la transition énergétique et environnementale. La deuxième c'est de rendre nos activités plus durables et puis le troisième axe c'est rendre nos pratiques de plus en plus responsables. Mais ça, pour l'instant, c'est une déclaration, c'est un engagement finalement du comité de direction ou du comité manager. Ce que notre direction ressources humaines a eu comme intelligence, c'est dire maintenant, il va falloir que l'on interroge la totalité des 1200 collaborateurs de Veolia sur ce qu'ils sont prêts à prendre comme part dans ces engagements RSE. Donc on l'a introduit dans les entretiens annuels obligatoire, ces entretiens annuels où chacun des collaborateurs s'engage avec son manager sur ce qu'il veut donner pour l'entreprise et plus généralement la société. Et donc, on a démarré en 2021. Donc, c'est un travail qui, finalement, dont on en voit les fruits aujourd'hui. Et on voit que sur certains des axes que j'ai cités tout à l'heure, vous avez vraiment une très forte résonance des collaborateurs. Donc, on sait que là-dessus, il y a déjà un engagement fort qui va être collectif. Et puis, il y a au contraire quelques engagements qui paraissent nettement un plus mystérieux ou sur lesquels les collaborateurs se sentent moins impliqués. Peut-être qu'on ne leur a pas assez expliqué. Ce qui va nous permettre à nous de déployer dès cette année, dès 2022, finalement, les actions d'accompagnement pour impliquer tout le monde. Quelles sont vos vigies pour observer les sujets là où ça coince, où ça n'avance pas assez vite? Eh ben, on a les vigies, on vient justement d'avoir un comité global avec l'ensemble du comité de direction. On a regardé finalement l'ensemble des indicateurs, c'est tout simple, je l'ai là, des indicateurs qui sont à la fois partagés et sur lesquels on a un bon niveau d'avancement, enfin de portée à connaissance. Et en fait, on a des indicateurs qui sont verts, qui sont à 80%, des indicateurs orange où on sent que le porté à connaissance est insuffisant ou que l'engagement global de l'entreprise n'est pas suffisant.
suffisant, ou alors on a vraiment carrément des indicateurs qui sont au rouge. Ces indicateurs au rouge, là, on va travailler collectivement dans les semaines qui viennent pour que, et le porter à connaissance, et évidemment derrière, puisque une fois qu'on a défini une métrique, il faut aussi que les collaborateurs continuent à avancer là-dedans, et bien évidemment ça s'améliore pour que les 10 engagements sur ces 3 axes progressent, j'allais dire, sur une même ligne parallèle, pour que l'année prochaine, quand on présente notre DPEF à l'organisme tiers indépendant qui le valide, eh ben, il voit qu'effectivement les progrès ont été conséquents. Et ça, c'est vous, perso, DG, qui le pilotez? Ah oui, ça, je pense vous le pilotez en direct, perso, non, en direct. Oui, absolument. D'accord, ok. On n'a pas le choix parce que l'exemple, il vient toujours du haut. Et en fait, on ne peut pas porter une entreprise, si, surtout un bailleur social, si, j'allais dire, on n'a pas une impulsion qui est donnée directement depuis la direction. Philippe Rémignon nous dit que l'exemple vient toujours du haut. Je suppose que vous confirmez. Et il va maintenant vous remettre vos trophées. Alors, on va se retrouver sur la plateforme. Philippe, allez-y. Et vous allez tout d'abord remettre son trophée à Delphine, qui peut accueillir des partenaires, des collègues, des collaborateurs, s'ils sont dans la salle. Sous les applaudissements du public, en délire, nous sommes toujours en direct de la Cité des Échanges pour la fête de la RSE. Voilà, venez. Superbe. Voilà, un beau sourire. Top. Un grand bravo. Vincent Desto, avec une mention bronze, va recevoir avec ses collègues son trophée. Félicitations, et je rappelle que Delphine Barthes est espoir de la RSE. Voilà. Allez-y, il faut voir tout le monde sur la photo. Voilà, trophée, le diplôme, et on les applaudit encore bien fort. Félicitations. Mention or pour VKR France, Renaud Grasset, qui va recevoir son trophée dans quelques instants. Sous vos yeux passionnés, mesdames, messieurs, avec l'équipe qui arrive, et on les applaudit bien fort. Félicitations à vous tous et bonne chance pour la suite. Ce soir dans la chambre, quand vous laisserez le petit coin d'air de votre Velux parce qu'il fait chaud, vous penserez à cette belle équipe. Merci beaucoup, bonne chance à vous pour la suite. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernière partie, juste après cette page de pub. On refait l'écho, revient juste après la pub. Et la pub commence avec Mathias Povs, délégué régional EDF. Il change l'ordre. Il est où, Mathias? Il est là. Alors aujourd'hui, 45 secondes. 45 secondes, je vais essayer d'être court. Alors aujourd'hui, les enjeux sont au cœur des territoires. Alors on voit que la Fondation EDF agit nationalement, mais l'enjeu aussi, c'est d'être présent au cœur des territoires pour répondre aux spécificités locales. Alors vous savez peut-être, la Fondation EDF est pleinement engagée. En 4 ans, c'est 40 millions d'euros de projets qui ont été soutenus, 6 millions de bénéficiaires. Mais l'enjeu maintenant, c'est comment répondre et soutenir des projets qui sont de plus en plus locaux. Alors Marie-Hélène tout à l'heure parlait de coworking, de marketing, on va appeler ça du territoring. Comment on arrive à transformer et à utiliser la force de frappe d'un grand groupe comme le nôtre, mais surtout à aller soutenir des projets qui sont très locaux. Donc on a créé une démarche qui s'appelle le mécénat territorial de la Fondation. On travaille avec nos collègues dirigeants, nos collègues salariés. On disait l'exemple venait du haut, mais vient aussi du bas, de tous nos collègues qui sont engagés. Et donc comment on arrive à créer cette dynamique? Aujourd'hui, ce mécénat territorial, c'est 52 projets, 675 000 euros qui ont permis de soutenir à la fois dans les domaines de l'environnement, l'éducation et l'insertion. Merci beaucoup Mathias, entrepreneur engagé de toutes les batailles de Réseau Alliance. Loïc Bellhomme, directeur régional d'AG2R. Bonsoir Loïc. Oui, je vais parler RSE parce qu'on n'a pas gagné l'étape. Calais-Dunkerque, l'équipe AG2R n'a pas gagné l'étape, donc on va parler RSE. Il y a encore demain pour se faire. Oui, demain encore. Et donc la RSE pour le groupe AG2R La Mondiale, d'abord c'est natif, puisqu'on est un groupe paritaire et mutualiste et on est né dans l'ESS, donc forcément la RSE, ça nous parle. Deuxième élément,
on ne doit pas rester dans un groupe où on est natif, on doit continuer, et on s'est créé il y a peu de temps une raison d'être. On a porté des sujets qui nous sont importants, la place que l'on veut prendre dans la société, sur l'intergénérationnel, sur le mieux vivre ensemble, et donc ça aussi, hein, c'est porter la RSE au quotidien. Troisième élément, ben forcément, comme d'autres, on est des investisseurs institutionnels, on gère beaucoup d'argent, l'argent de nos sociétaires, l'argent de nos clients, et c'est important pour nous, et on a des pionniers de l'investissement responsable. Et puis pour terminer, le quatrième pôle, eh bien, c'est qu'en territoire, on gère une action sociale importante, qui va dans l'orientation des aides aux aidants, du bien vieillir, et puis de l'habitat. Et donc voilà un petit peu les éléments qu'on peut faire au niveau de la G2R, la mondiale. Merci beaucoup Loïc, et nous donnons maintenant la parole un autre partenaire des Trophées de l'économie responsable, Alexis de Villers, directeur général de Liveroot. Merci. Juste petite page de pub, parce qu'on a parlé du jeu I Know You qui a été créé par le CJD, donc je vous invite à l'utiliser. C'est un véritable outil RSE. Il est top. Nous, notre fierté, c'est qu'on a 3 ans décidé de créer notre propre école, et c'est chose faite depuis le mois de janvier. On a une promo qui a été lancée au mois de janvier, 2 parcours, un autour de l'agencement événementiel, métier de la menuiserie, et un parcours autour des métiers de l'audiovisuel. Vrai succès, 22 candidats, je pense que sur les 22, on va en embaucher 22. Donc c'est aussi un moyen d'aller chercher ces talents. Et l'autre fierté par rapport à ça, c'est que les formateurs, ce sont nos collaborateurs, et c'est eux qui apprennent à apprendre. Et pour eux, c'est aussi une vraie fierté. Donc un projet sociétal et social interne à l'entreprise. Merci beaucoup Alexis. Et il est top lui, hein. 45 secondes précises. Merci beaucoup. Nous entrons, mesdames, messieurs, dans la dernière partie de notre émission. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la fête de la RSE. Et nous allons maintenant accueillir la boss, la présidente du comité d'agrément. On refait l'écho. Vous attendez les questions à la présidente du comité d'agrément des Trophées de l'économie responsable. Thérèse Lebrun, présidente du comité d'agrément. Alors vous en êtes à votre 40e promotion là ? Je ne les compte plus. Ça fait déjà un bon moment. J'ai eu le plaisir de succéder à Bruno Libert qui est dans la salle. Il est là, Bruno. Et on applaudit Bruno Libert. Mesdames, Messieurs, fondateur de Réseau Alliance et de toute cette dynamique. Donc de nombreuses années, et c'est toujours aussi passionnant. Alors, votre commentaire, votre regard sur cette promotion 2022 ? Eh bien, d'abord peut-être quelques informations pour le public nombreux qui est là. Pour la cuvée 2022, 25 candidatures ont été reçues et 10 entreprises qui ont été accompagnées de manière individuelle et collective par Réseau Alliance ont concouru devant les membres du jury. Les membres du jury, je les salue tous, étaient également très nombreux puisque nous étions 22. Je souligne toujours l'importance de ce nombre parce qu'on est très diversifié. On a des entreprises ou des institutions ou des organisations qui sont multiples et cela nous permet d'avoir des regards qui sont également multiples. C'est ça aussi qui est passionnant. Sur les 10 entreprises qui ont concouru, nous en avons retenu 9. Oui. Et en ce qui concerne la 10e, nous lui avons proposé de revenir l'année prochaine en ayant peaufiné certains éléments. Donc bien sûr, je reste discrète là-dessus, mais c'est toujours intéressant, le jury ne valide pas tout. Je voudrais que l'on souligne aussi le travail remarquable qui est fait par les équipes de Réseau Alliance, parce que il faut aller sélectionner ces candidatures, 25, mais parmi de très nombreuses autres. Et il y a tout un travail qui nous est préparé comme membres du jury. Je remercie aussi les membres du jury qui passent beaucoup d'heures derrière tout cela et le font fort sérieusement. Mais le travail nous a été préparé au préalable. Et donc, il y a là des personnes qui ne seront pas peut-être sur la scène ce soir, mais qui sont aussi méritantes que les membres du jury ou que les entreprises qui reçoivent. On est également passionné par les espoirs RSE qu'on a créés il y a quelques années. On les appelle aussi les jeunes pousses. Ce sont de très jeunes entreprises qui sont nées avec l'ADN de la RSE en elles. Elles n'ajoutent pas la RSE, elles naissent avec la RSE. Et puisqu'on se dit tout en petit comité, ça ne sortira pas d'ici, n'est-ce pas? C'est qu'à la fois c'est très passionnant et en même temps c'est difficile sur certains critères. Comment voulez-vous juger de la pertinence du modèle économique et de sa durabilité? Comment voulez-vous juger de la pérennité? Et donc nous avons suggéré
que l'on ait un suivi de ces espoirs de la RSE au cours des années, de façon à ce que l'on puisse voir si ce qui nous avait marqué au regard de l'agilité, de l'inventivité, de l'utilité sociale des produits qui nous sont présentés ou des actions, eh bien tout cela va perdurer dans le temps. C'est une nouveauté de cette année, on essaie de s'améliorer chaque année. Donc un suivi, un droit de suite sur ces espoirs de la RSE pour les accompagner aussi dans leur développement et leur chemin. Vous m'avez entendu à plusieurs reprises au cours de notre émission poser la question du modèle économique, jusqu'à demander comment, c'est sur quelle ligne votre compte d'exploitation. Comment vous regardez ça et quels sont les points que vous pouvez noter ? Alors, comment on regarde ça? C'est essentiellement au niveau de la préparation que fait le jury. D'accord. Et notamment, certains parmi nous sont davantage versés dans ces domaines et, avec une certaine acuité, voient bien qu'à tel et tel endroit, des questions se posent. Donc, ça se situe au niveau du questionnement. Il y a eu un choix, d'ailleurs, que vous avez pu observer, c'est que nous avons sélectionné moins d'entreprises. Ça n'est pas parce qu'il y avait moins de candidats, c'est parce que nous estimions qu'il fallait avoir davantage de temps pour les questions, y compris concernant ce modèle économique. Et que dans les dossiers, il est demandé aux candidats de développer ces points de façon plus importante que ça n'avait pu être fait parfois au préalable. Merci beaucoup Thérèse Lebrun. Rendez-vous l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine. Merci, merci. Et on passe maintenant à l'actu de la RSE en bref. On refait l'écho. Tout de suite, l'actu de la RSE en bref. On vous rappelle que le Conseil régional des Hauts-de-France vient d'adopter sa nouvelle feuille de route REF 3 pour 2022-2027. Et c'est une dynamique initiée sous le copilotage de la région et de la CCI. La nouvelle délibération cadre comprend 5 grandes orientations. Parmi celles-là, il y a la promotion des formations et la recherche-innovation en faveur de REF 3. Et puis aussi celle de favoriser les initiatives citoyennes. Si vous êtes intéressé, vous écrivez directement à Frédéric Motte et vous aurez son 06 en appelant notre standard. Clairtons, en haut du podium, parce qu'ils ambitionnent de réduire de 50% leurs émissions de CO2 d'ici 2030. Et je rappelle qu'ils ont été récompensés en 2008 et 2016 par un trophée de l'économie responsable. Et puis surtout, vous notez dans vos agendas, le 18 octobre prochain, le World Forum vous donne rendez-vous à Lille pour une nouvelle journée de débats, d'échanges et de rencontres autour de formats innovants, au cours desquels chacun pourra s'exprimer, s'investir et proposer ses idées pour faire de notre territoire le fer de lance de l'économie responsable. Rendez-vous sur le site du World Forum pour suivre toute l'actualité de l'événement. Notre dernière partie, notre dernier thème, comment la RSE crée de la valeur sur notre territoire. L'entreprise s'ouvre au territoire. Son engagement est l'un des piliers forts de la RSE. Accueillez tout de suite les champions 2022 des trophées de l'économie responsable. Bienvenue, bienvenue. La marraine, elle est avec nous, Amélie de Brabander, directrice générale de SIA Habitat, et elle va déguster vos témoignages, vos expériences et vos paroles. On présente Valérie Mirion, directrice RSE et RH. C'est intéressant d'ailleurs qu'il y ait un pilotage commun RSE et RH dans l'entreprise. Accro. Bienvenue également à Amandine Goudard, co-dirigeante d'Origine Rénovation, espoir de la RSE. Thérèse Lebrun vient d'en parler. Et Franck Royer, cofondateur de la consignerie. Alors, quelques questions à vous poser aux uns et aux autres. Et encore une fois, je rappelle que les films sont à disposition si vous voulez découvrir la politique globale de RSE de nos lauréats 2022. Et là, on va focuser sur quelques points intéressants de vos expériences. Un sujet... Alors, votre métier tout d'abord, peut-être. Donc, je suis directrice des ressources humaines. Approchez-vous du micro. Je suis directrice des ressources humaines, mais surtout de la RSE au sein de l'entreprise Next Food Accro. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise? Elle fabrique des alternatives végétales à la viande. On va en goûter ce soir? Oui, tout à fait. Oui, you. Hein? Avec une bonne bière. Alors, un premier sujet intéressant, vous pilotez les ressources humaines dans cette entreprise, un peu comme Transdev l'a exprimé tout à l'heure. Quelles sont vos actions concrètes pour favoriser l'attractivité? On parlera après de votre produit. La marque employeur,
Parce que la marque employeur est complètement incluse dans la politique RSE. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça. C'est assez innovant, vous allez voir. En fait, les ressources humaines ne sont qu'un pilier de la RSE et donc nous favorisons l'attractivité de l'entreprise par plusieurs actions concrètes. La première, c'est que nous avons décidé de proposer à nos collaborateurs des formations certifiantes au moment de leur recrutement, en partenariat avec le GIEC 3A et l'IFRIA, l'Institut des industries agroalimentaires, de façon à ce qu'au-delà de l'emploi, les collaborateurs puissent avoir un droit à l'éducation tout au long de leur vie. La deuxième chose, c'est que nous abordons les ressources humaines aussi en proposant un environnement qui implique et crée de l'envie. Par exemple, proposer des salaires au-dessus des minimums légaux plutôt que des primes. Donc vous êtes anti-prime? Oui, on est anti-prime parce que la notion de la prime a une notion de récompense, alors qu'on pense que le salaire donne de l'implication et crée de l'implication. Et de l'engagement. Voilà. Ouais. De la même manière, on est plutôt favorable à créer un environnement finalement sans accord, parce que créer des accords sociaux, c'est finalement créer des contraintes là où on a voulu enlever des règles. Alors, par exemple, pas d'accord sur le télétravail? Pas d'accord sur le télétravail, pas d'accord sur les horaires de travail. Finalement, chacun sait ce qu'il a à faire et on s'aperçoit que les gens donnent beaucoup plus qu'en créant des règles. C'est ça qui donne envie? Vous le vérifiez, vous le mesurez, ça? Ah oui, on le mesure au quotidien, quels que soient d'ailleurs les postes dans l'entreprise. On fait une enquête d'implication et de satisfaction. J'ai faim. Moi aussi. Vous verrez, c'est bluffant. Je vous ai coupé, excusez-moi. Et donc, au quotidien, nos collaborateurs nous le disent, cette création, travailler sur le savoir, c'est travailler sur la compétence et ce qu'on sait. Générer de l'imagination et de l'initiative, c'est déjà inventer le monde de demain. Alors, ils sont aussi top moumoutes sur les circuits courts. Vous savez, vous goûterez ce soir ces steaks avec du blé, du pois des Hauts-de-France. Un autre sujet, et là je parle du client et du client final. Est-ce que vous avez une mission, j'y mets des guillemets, hein, c'est peut-être maladroit, d'éducation à moins manger de viande, à manger végétal? Enfin, quel est votre langage vertueux auprès de vos clients? Alors nous sommes une entreprise à mission qui a pour vocation de lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas nous qui le disons, le rapport du GIEC a mis en avant que diminuer la consommation de la protéine animale résoudrait en partie le réchauffement climatique. Néanmoins, nous avons aussi un rôle de proposer des produits sains aux consommateurs et tous nos produits sont naturels et Nutri-Score A. Enfin, nous avons un rôle d'exemplarité puisque nous offrons dans notre usine des repas frais à tous nos collaborateurs. Vous l'offrez? Alors, nous proposons des repas frais à tous nos collaborateurs, mais à 1,20 € puisque le menu est à 6,20 €, mais avec une participation employeur à 5 €, ce qui permet à tout le monde de manger sain et frais. Et déclaré en avantage en nature, je suppose. Non, absolument pas. Non. C'est une subvention donnée par l'employeur. D'accord. Vous créez de la valeur sur le territoire, d'abord par votre sourcing. Quoi d'autre? Alors, d'abord, on a créé de l'emploi. Nous doublons nos effectifs chaque année. Ils développent de folie, eux. Oui, nous avons été créés en 2019. Nous sommes déjà 57 et ça va continuer. Et comme je vous le disais, tout notre système, c'est de créer de l'appétence. Alors, l'appétence, c'est la force de donner de l'envie sur 3 bases. La première, c'est recruter des gens formidables et engagés qui ont la volonté de travailler ensemble dans un sens commun. La deuxième chose, c'est de rendre fiers et avoir envie de recommander notre entreprise comme employeur. Et la troisième chose,
c'est d'avoir envie de rester chez Nextwood. Et ça, on le constate tous les jours. Ah oui, avec votre taux de turnover notamment. Une dernière question. Vous êtes entreprise à mission, entreprise libérée. Est-ce que ça veut dire que c'est open bar? Est-ce qu'il y a encore des principes dans une entreprise libérée? Absolument. L'entreprise libérée, c'est éviter de poser les règles. Mais en même temps, vous vous apercevez que quand vous ne posez pas de règles, les gens sont beaucoup plus, s'autorégulent beaucoup plus. En vrai? Oui, et sont beaucoup plus humbles sur ce qu'ils vont vous demander, tout en donnant toujours plus. Et c'est un vrai moteur à énergie renouvelable. Bah dis donc. Puis en plus, vous êtes cool, hein? Enfin, vous avez l'air. Bah, logiquement, oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Amandine Goudard, co-dirigeante d'Origine Rénovation, c'est quoi votre métier? Alors, nous sommes une entreprise générale de rénovation et nous n'utilisons que des matériaux biosourcés en circuit court ou made in France. Une question générale. Une entreprise, tous les jours, rencontre des problématiques d'emploi, de sourcing de matière actuellement. Ça va être chaud chez vous actuellement. Est-ce que la RSE facilite les réponses? Donnez-moi des exemples. Alors pour les salariés ou en tout cas les futurs embauchés, oui, c'est un vrai avantage. Alors pas parce qu'on arrive à mettre en avant ce qu'on sait faire, mais surtout parce que ça intéresse les futurs collaborateurs qui eux ont envie de travailler différemment. Donc c'est vrai que ça contribue au fait de pouvoir recruter en tout cas plus facilement et d'avoir peut-être des CV qu'on n'aurait pas eu si nous avions été une entreprise conventionnelle. Et vous avez fait le choix aussi d'intégrer la formation. Tout à fait. Ouais. Alors effectivement, quand on a commencé à recevoir les premiers CV, aujourd'hui nous sommes 8, on s'est retrouvé confronté effectivement à un défaut de formation sur ces matériaux. Et donc on s'est dit, c'est pas grave, on va recruter des salariés classiques. Et puis dans ce cas, on va être lieu d'apprentissage pour ces salariés qui nous rejoignaient. Et puis on s'est aussi associé à nos distributeurs et à nos fournisseurs de matériaux pour pouvoir accompagner cette formation sur le terrain. Tiens, vous êtes aussi anti-prime, vous? Alors nous, c'est pas anti-prime, c'est plutôt anti-prime individuelle. D'accord. C'est-à-dire que dès lors qu'elle est donnée, elle est donnée collectivement. Parce qu'on estime que il faut savoir reconnaître l'effort. Le secteur du bâtiment, c'est un métier pénible, dangereux et difficile effectivement à recruter. Et donc nous, on estime plutôt qu'il faut savoir récompenser, mais plutôt de façon collective. Alors, quelle valeur vous créez, hein, c'est notre thème sur ce territoire. Enfin, est-ce que vous savez le quantifier? Est-ce que c'est un sujet que vous pilotez dans votre marche? Alors, on a deux sujets. Alors déjà, les émissions de gaz à effet de serre qu'on évite parce qu'on utilise des matériaux biosourcés. Rien que sur l'année 2022, c'est à notre petite échelle, hein, bien sûr, 4 tonnes d'émissions de CO2 évitées par l'utilisation de ces matériaux. Et puis, on a lancé un deuxième projet qui est la création d'une ressourcerie, puisque le secteur du bâtiment est un secteur qui produit énormément de déchets. Que ce soit par la démolition, les surplus de fin de chantier ou voire même les erreurs de commande. Et donc on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de créer cette ressourcerie sur le territoire de la PVL. D'accord. Et alors Alors on démarre, on teste aussi des choses à notre échelle avec nos clients et aussi avec nos fournisseurs. Oui, des artisans aussi engagés et on voit que ça pourrait avoir de l'intérêt. Et sur les RH? Alors sur les RH, pour répondre justement à ces sujets de pénibilité au travail, nous on accompagne les salariés pour qu'ils puissent travailler 4 jours par semaine payés 5. D'accord. Et le vendredi est alloué, alors soit au repos pour celui qui aurait envie plutôt de profiter de son week-end, ou sinon pour les heures supplémentaires pour les volontaires qui souhaiteraient en faire. La marraine a une question, peut-être j'en ai encore une après à vous poser sur ces deux premiers témoignages. Alors moi, ce qui m'intéresse pour Origine Rénov', parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les ambitions en matière de rénovation du patrimoine et notamment de celui des bailleurs sociaux dans la région est énorme. Le sujet du biosourcé, souvent, alors même si nous partageons tous ces ambitions-là, recouvre souvent des coûts supplémentaires, des surcoûts de l'ordre de 15% à peu près par rapport à une opération classique.
Comment justement, puisqu'on parle de créer de la valeur sur le territoire, vous vous inscrivez justement dans la structuration de filières éventuellement de matériaux biosourcés dans la région? Alors, on intervient plutôt, nous, sur le béton de chanvre, par exemple. Et donc, on est effectivement en relation avec des chanvrières qui pourraient nous accompagner là-dedans. Voilà. En tout cas, on est prêt à discuter ensemble, parce qu'on travaille aussi sur du béton de lin, du béton de chanvre, selon les organismes. Un sujet RH également, vous avez instauré la semaine de 4 jours. Oui. Alors, que des points positifs à notre échelle. Alors déjà, on parlait du recrutement et c'est un vrai avantage pour les salariés. On arrive aussi ils arrivent du coup à trouver un équilibre vie pro, vie perso aussi plus facile. D'accord. Et ça nous permet aussi à nous, dirigeants, d'avoir cette journée en fait pour créer de la relation avec des réseaux d'entreprises, faire le commerce, enfin, voilà, tout ce qu'on n'aurait pas le temps de faire quand les équipes sont sur le terrain. Mais j'ai vu dans le dossier, le vendredi est dispo pour faire des heures sup éventuellement. Tout à fait, oui. Sur la base du volontariat. Exactement. Hein, oui. La RSE, c'est un état d'esprit. Pourquoi vous avez le signe de la paix tatoué sur votre poignet? Alors celui-là, vous pouvez le montrer. C'est parce que en créant l'entreprise, on avait déjà envisagé, on avait déjà une vie personnelle engagée. Et on s'est dit, tant qu'à créer quelque chose, autant que ce soit d'office dans le même secteur et dans la même envie et dans les mêmes valeurs qui nous portent. Donc on ne pouvait pas ne pas faire ce projet. Non, mais c'est une approche globale. Oui, quoi, tout à fait. On y va complètement. Exactement. Bon, un conseil à donner à un espoir de la RSE qui n'a pas encore son chiffre d'affaires, qui n'a pas encore démarré En fait, en remplissant le dossier, on se rend finalement compte que de tout ce qu'on met en œuvre, il est très très effectivement complet. Et donc finalement, on ne se rend pas finalement compte quand on est dedans qu'on fait autant de choses. Donc n'hésitez pas à y aller et à mettre sur le papier tout ce que vous faites, parce que finalement, vous aurez peut-être de bonnes surprises à l'arrivée. Peut-être? Même c'est sûr. Ouais, quand même. Merci beaucoup. Franck Royer, cofondateur de la Consignerie. Votre métier? Notre métier, il est assez large, mais il peut se résumer en quelques mots. C'est de rendre accessible une consommation durable pour tous et toutes. On fait ça aujourd'hui pour les particuliers et pour les entreprises. Pour les particuliers, on les aide à passer au zéro déchet en leur livrant des produits du quotidien directement à la maison. Donc on recrée un peu cette tournée du laitier d'antan qui venait déposer les bouteilles sur le pas de la porte. Sauf qu'on ne fait pas que avec les boissons, mais avec toute la gamme alimentaire, cosmétique, ménager. Et pour les entreprises, on les aide à réduire leurs déchets pour la pause cafétéria, pour leurs événements traiteurs zéro déchet. Donc vous avez un amont avec le producteur, un aval avec le consommateur. En ces temps compliqués, hausse de l'énergie, vous baladez, vous allez livrer, difficultés de recrutement, problèmes sur les matières, est-ce qu'on peut encore créer des business vertueux sur son territoire? Je pense que c'est la manière la plus simple de la créer, parce que les acteurs sont en proximité, ils ne sont pas à l'autre bout du monde justement, et c'est beaucoup plus facile dans les chaînes d'approvisionnement. Donc nous, on a 70% des producteurs qui sont locaux, donc on va chercher chez eux directement, on va les chercher à vélo ou en véhicule électrique pour essayer de limiter aussi l'impact des déplacements. Et on a 30% qui vient d'ailleurs, forcément du riz, du vin, etc. Mais pour nous, la clé, elle se trouve qu'en local. Il n'y a pas d'autre possibilité pour faire un business vertueux sur l'alimentation, en tout cas aujourd'hui. Par essence, par sens, votre économie est circulaire. C'est ça, c'est pour nous, on a voulu créer le projet au début et on nous demandait mais qu'est-ce qui vous anime? Et en fait, c'était juste de remettre du bon sens dans notre consommation quotidienne. Et ce bon sens, finalement, quand on se pose la question, on l'a tous un peu au fond de nous, mais on essaie de l'illustrer par des valeurs, par des chartes d'achat, par des labels qu'on est en train de passer, etc., pour vraiment pouvoir le communiquer au plus grand nombre et dire c'est ça la consommation durable et pas autre chose. 2 entreprises sur 3 qui se créent aujourd'hui se créent sur des modèles d'économie circulaire. Comment vous certifiez, comment vous évaluez, vous certifiez vos démarches d'économie circulaire? C'est une bonne question et d'ailleurs c'est le parfait timing. Ça fait 1 an et demi qu'on a engagé une démarche qui est beaucoup plus globale, qui est dans tout le modèle. En fait, on s'est basé sur un label qui prend tous les objectifs de développement durable en compte, qui s'appelle le label Bicorp. Et depuis 1 semaine, on a été officiellement labellisé. Donc on fait partie du cercle restreint des...
Merci. C'était un gros travail avec toutes les équipes de la consignerie, mais aussi avec les fournisseurs, parce que c'est pas finalement l'impact de l'entreprise, il n'est pas que en interne, il est surtout avec les fournisseurs, parce que c'est ce qui fait notre valeur ajoutée, c'est d'aller chercher les petits producteurs, les fournisseurs, et donc c'est eux qui créent la valeur ajoutée. Il faut les accompagner dans cette démarche de durabilité, de transition, des problématiques RH aussi. Il y a une des questions, c'est combien de productrices avez-vous dans vos fournisseurs? C'est une question qu'on ne s'est jamais posée. Et grâce à ces labels-là, ça nous permet de prendre du recul. Et de se dire, rien. Hein. C'est vrai qu'il y a un problème là-dessus. C'est exigeant. Hein. C'est exigeant. C'est exigeant et il faut l'être, je pense, de plus en plus. Ouais. Vous êtes un jeune entrepreneur, hein, parlons cash. On est tous jeunes. Hein. Pourquoi vous rigolez? Tout à l'heure, on a entendu Frédéric Motte dire bon, il y a le dispositif F3 qui vous accompagne, etc. Qu'est-ce qui vous manque pour aller vite et bien? Aujourd'hui, on prend le temps de bien s'ancrer dans le territoire, de s'entourer de la métropole, de la région, des producteurs, de vraiment essayer de construire le modèle qui sera le plus vertueux possible. Donc c'est vraiment d'ancrer cette solution-là. Et demain, on a l'ambition de pouvoir s'étaler partout en France, parce que le problème du bien manger, de l'alimentation durable, il est partout en France et même en Europe et dans le monde. Du coup, on veut juste bien ancrer le modèle pour qu'il soit le plus vertueux possible avant d'accélérer. Donc aujourd'hui, on a besoin d'ancrage, toujours de financement pour essayer d'aller plus vite et de faire financer justement tout ce qui n'est pas financier, donc la mesure d'impact, ces choses-là qui ne rapportent pas d'argent, mais qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur le deuxième niveau de financement, hein, toujours le point faible. Amélie de Brabant-Bader, alors commentaire hein, sur ces trois belles histoires. Très belles histoires, effectivement. Moi, j'avais peut-être une question quand même pour vous, à savoir quelle politique finalement d'achat et de rémunération des producteurs locaux vous pratiquez aujourd'hui. On sait que c'est quand même un sujet, la question de qualité de vie, du pouvoir d'achat de ces producteurs. Donc, quelle politique vous mettez en place aujourd'hui? Est-ce que vous négociez les prix avec les producteurs locaux ou est-ce que vous les payez au prix qu'ils souhaitent? Aujourd'hui, donc, il y a toujours cette double problématique entre la juste rémunération et le pouvoir d'achat de nos clients. Donc la juste rémunération, nous, ça fait partie de ce bon sens de rémunérer correctement chaque producteur et toute la chaîne de valeur. Donc on rémunère justement les producteurs. Et pour aller plus loin justement aussi, pour pouvoir proposer des prix compétitifs, on a un modèle économique qui est un peu particulier sur la livraison en particulier. C'est qu'on a mis un système en place, un modèle d'adhésion, où chacun vient payer une adhésion qui va lui permettre d'accéder à tous les produits à prix quasi coûtant. Parce qu'on va faire beaucoup moins de marge sur les produits. Et en fait, c'est la fidélité aussi de ces personnes qui vont faire qu'on peut rémunérer justement le producteur. Votre actualité RSE? Alors déjà un petit clin d'œil parce que nous avons inauguré au mois de juin des points de collecte des déchets alimentaires sur des résidences sur 300 logements de fil avec les alchimistes qui étaient lauréats des trophées Alliance de l'année dernière. Donc voilà, c'était aussi une manière de montrer en quoi on peut aussi tisser des liens avec des acteurs engagés de la RSE sur notre territoire au travers notamment de ces trophées. Dire aussi peut-être, parce que alors l'actualité est très riche, mais moi en résonance avec tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, on a parlé de décarbonation et de ces piliers que sont le climat notamment et l'inclusion. Donc dire qu'on a coulé en juin aussi le premier béton décarboné en lien avec l'entreprise GCC sur une résidence en réhabilitation, en construction pardon, à Hénin-Beaumont. Donc voilà, c'était la première en la matière dans les Hauts-de-France. Et puis on a parlé, là on parle depuis tout à l'heure quand même d'alimentation saine et durable. Et d'ailleurs je salue Philippe Rémignon qui est là parce qu'on a réussi à embarquer Vilogia dans cette aventure. On a créé en association avec 3 autres bailleurs il y a 1 an bientôt l'association VRAC vers un réseau d'achat en commun. Et en fait cette association a vocation à justement rendre accessible des produits de qualité, biologiques, de circuits courts, etc., notamment au public, aux habitants en tout cas des quartiers populaires, des quartiers prioritaires de la ville. Donc on a en 2022, on a déployé 5 groupements d'achat sur la métropole européenne de Lille. On a en perspective d'en créer d'autres, et notamment sur le bassin minier dès le début 2023. Et donc là, vraiment, on est sur un sujet de démocratie alimentaire qui en tout cas, nous paraît essentiel, notamment à l'aune des habitants que l'on loge dans nos quartiers. Merci beaucoup. On remet les trophées ? Avec plaisir. Alors, va s'afficher à l'écran le premier de vous trois qui va recevoir. Il n'y a pas d'ordre, mais... Donc on commence par qui là? La consignerie? Allez, on y va. Remise du trophée et du diplôme sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Félicitations. Et l'équipe va vous rejoindre pour la photo. Et bonne chance à vous. Hein. Plein de projets, plein de perspectives.
Voilà. Un grand bravo. Bonne chance. Alors ensuite, espoir de la RSE, la consignerie. Accro pour dans la catégorie des entreprises de moins de 100 collaborateurs. Et je vous préviens, elles vont envoyer du goût lors du cocktail qui va suivre dans quelques minutes. Belle équipe. Et on applaudit. Et c'est à vous. Origine, espoir de la RSE. Voilà. Un grand bravo à vous. Chapeau, hein. Bonne chance. Merci à vous. Merci à vous, madame. Nous allons terminer notre émission dans quelques instants, juste après la dernière page de pub. On refait l'écho, revient juste après la pub. Audrey Miclard, directrice RSE de Kiloutou. Alors bonsoir, donc Kiloutou est né dans le nord de la France, comme le nom l'indique, on est loueur de matériel. Donc on est plutôt loueur de matériel pour en B2B, hein, pour les professionnels, donc du matériel de chantier. Quand on s'est attaché au beau sujet de l'urgence climatique et quand on a cherché comment accélérer très fortement sur ce sujet, évidemment le matériel c'est le premier sujet sur lequel on devait plancher et tout seul c'était pas possible. Nous on fabrique pas de matériel, on l'utilise pas sur les chantiers, donc on a eu vraiment pour objectif, même si on n'était pas les leaders sur la partie location, de mettre autour de la table et d'organiser les rencontres du matériel durable. Donc pour ces rencontres on a mis autour de la table tous nos clients, alors les majors du BTP, hein, Bouygues, Vinci, Eiffage par exemple, mais aussi les fabricants de matériel, français, Olot, Manitou, pour déterminer ensemble quelles étaient les priorités et pour travailler sur deux sujets principaux qui sont comment compter les émissions carbone de la même façon et deuxièmement aussi comment interpeller les institutions pour bénéficier de systèmes qui seraient plutôt favorables au matériel électrique versus le thermique. Merci beaucoup. Merci. Thierry Dujardin, directeur général d'Entreprise et Cité. Thierry. Bonsoir à tous. Réseau Alliance étant une structure d'entreprise et cité, vous imaginez que la RSE est un élément de notre quotidien. Alors on a beaucoup d'exemples d'engagement RSE. Je prendrai, c'était évoqué tout à l'heure, un programme de récupération des biodéchets pour faire du compost avec les alchimistes justement, mais au-delà de ça, on a voulu également se permettre de pouvoir mesurer l'impact d'une entreprise sur son territoire, sujet qui est d'actualité. Et donc on a lancé un programme qu'on est en train d'implanter qui s'appelle Goodwill Management, qui vise à mesurer l'impact d'une entreprise sur son territoire dans 3 domaines, économique, sociétal, environnemental, et ceci de façon directe, indirecte et induite. Il sera mis en œuvre au cours de l'année et on compte le déployer auprès de nos entreprises et de nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry. Ah, on me dit qu'avant de rendre l'antenne, on a une dernière news d'importance et qui concerne le World Forum. On refait l'écho, partenaire du World Forum 2022. Le World Forum 2022, c'est le 18 octobre prochain et nous sommes en direct avec Adrien Huc, qui est le directeur du World Forum et qui est en direct de Londres. Qu'est-ce que vous faites à Londres, Adrien ? Bonjour à tous, bonsoir Jean-Michel. Je suis à Londres pour rencontrer notre prochaine guest du World Forum qui s'appelle Claire O'Neill. Le World Forum se déroule le 18 octobre à Lille avec comme cette année comme thématique « La planète compte sur ma région et ma région compte sur ma planète ». Et nous sommes tous les acteurs d'un monde où on se rend compte que les innovations RSE n'ont pas de frontières. Et je suis venu parler à Claire de ce qui se passe ici à Marc-en-Barœul, et elle viendra parler à Lille de ce qui se passe partout en Europe notamment, dans cette journée du 18 octobre. Bon, beau programme. Vous en profiterez aussi pour célébrer la dynamique de 10 ans de Rêve 3. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, la matinée de cette plénière, donc Claire O'Neill est en fait l'ancienne ministre de l'Environnement de Grande-Bretagne, et elle est actuellement à la tête du pôle climat du WBCSD, qui est un réseau mondial d'entreprises engagées dans la transition. Et elle est ancienne présidente de la COP26.
Donc la plénière du 18 octobre sera l'occasion de valoriser Rêve 3, ce qui s'est passé il y a 10 ans et ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et elle nous apportera ses éclairages aussi sur ce qui se passe dans les autres territoires européens, avec cette double position business et politique. Merci beaucoup Adrien Huc, en direct de Londres, 18 octobre prochain, le World Forum qui se déroule à Lille et les inscriptions seront ouvertes à la fin du mois d'août. Je vous rappelle également qu'à partir de ce soir et jusqu'au 18 octobre, vous pourrez choisir votre vidéo préférée parmi celles des 9 lauréats sur le site de Réseau Alliance et le résultat sera proclamé le 18 octobre. Mesdames, un mot de conclusion, qui prend la parole? Alors je vais peut-être commencer pour laisser à Marie-Hélène la joie de terminer. Le jury essaie de bien travailler. Pour chacun des dossiers, nous sommes amenés à mettre une note. Ces notes sont moyennées et nous calculons même un écart type de façon à voir si nous sommes dans un mouchoir de poche pour mettre ces notes ou si au contraire nous étions plutôt divergents les uns les autres mais avec une moyenne. Et donc je trouve normal que ce soir on puisse indiquer que dans la catégorie or c'est Velux qui l'a emporté. Dans la catégorie argent, c'est Durier Agencement. Et dans la catégorie bronze, c'est Transdev. Bravo. Mais il y a toujours un bonus. Et le bonus, il est allé à travers un coup de cœur du jury à Durier Agencement. Bravo. Bravo. Merci beaucoup pour ce palmarès en direct de la fête de la RSE. On refait l'écho, émission spéciale en direct de la fête de la RSE. Découvrez qui sont les lauréats des trophées de l'économie responsable 2022. Échanges, expériences inédites, infos sur la RSE, rejoignez-nous. Marie-Hélène Foubet. On refait l'écho en direct. C'était pas prévu que Jean-Michel qui soit entouré de femmes. Quel bonheur. Ouais. On va aller manger un steak Surtout ensemble. tout à l'heure, je voulais éviter que Frédéric Motte descende de l'estrade, mais faire la potiche 5 minutes, c'est pas trop mon truc. Et la parité, c'est pas que ça. Vous serez toutes d'accord, mesdames. Voilà. Et comme j'ai aussi le sens de l'humour, c'était bien que je monte toute seule parce qu'une femme en vaut deux. Allez, hop, c'est fait. C'est pas pour ça que j'ai demandé qu'on tourne encore 30 secondes. Thérèse l'a dit, moi j'aimerais que l'équipe du réseau Alliance rejoigne parce que je peux vous dire qu'ils sont sous pression depuis quelques jours. On appelle l'équipe de réseau Alliance. Bah, venez. Adrien est revenu. Il est déjà revenu, lui. Bon, c'est quoi ce truc? Adrien, t'es déjà revenu? Je te demande pas ton niveau carbone. Allez. Allez, Adrien. Voilà toute l'équipe et... Venez là devant. C'est l'invasion de femmes, là, Jean-Michel. Ah oui. Oui, là, l'effectif féminin, ça marche. Hein. Venez. Ouais, allez là devant, mettez-vous là devant. Allez, tous devant. Allez-y aussi, Thérèse. Et je voudrais surtout que l'on salue le travail de Charlotte. Charlotte, qui est là. Des trophées. Et qu'on lui fasse une ovation parce qu'elle nous quitte le 1er septembre. Non. Elle part à la concurrence. Oh. Mais c'est la vie. Je crois qu'on a le droit d'avoir des carrières. Et donc, Charlotte, merci pour tout. Et je voulais que ce soir, on salue ce travail et le travail de toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. Il est presque 20h. Se termine cette émission spéciale en direct de la fête de la RSE. On se retrouve maintenant autour du cocktail pour manger des steaks végétaux. Bonne soirée. On refait l'écho, émission spéciale en direct de la fête de la RSE. Découvrez qui sont les lauréats des trophées de l'économie responsable 2022. Échanges, expériences inédites, infos sur la RSE, rejoignez-nous. On refait l'écho en direct de la fête des entreprises engagées dans les Hauts-de-France.